déjà dit, une des grandes leçons de la vie, c'est que parfois, ce sont les fous qui ont raison. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Bienvenue dans Radio X Files avec Christian Page et moi-même. Salut, Christian. Salut, Yannick. On va saluer les enfants et on va dire que ce soir, le sujet de la soirée, c'est est-ce que le Père Noël existe vraiment? Christian, qu'est-ce que t'en penses? Ça dépend. Si on en croit les amateurs d'OVNI, le mot Père Noël était un mot clé, en fait, un mot de code qui aurait été utilisé par les astronautes pour signaler la présence d'objets volants non identifiés dans l'espace. Ah ben. C'est du moins ce que soutient un type qui s'appelle Maurice Châtelain dans un ouvrage publié dans les années 70 qui s'intitulait Nos ancêtres du cosmos. Et j'ai vérifié, écoute, si c'était un mot de code pour désigner des ovnis, des soucoupes volantes, on peut dire que les astronautes l'ont utilisé avec parcimonie. Ouais. Le mot n'a été utilisé qu'une seule fois durant toutes les missions habitées, que ce soit les vols Mercury, Gemini, Apollo, le vol de Skylab et puis les vols de navette spatiale ou encore la station orbitale. Le mot Santa Claus n'a été utilisé qu'une seule fois. Et ça tombe bien. Il a été utilisé par les astronautes d'Apollo 8 et c'était le 25 décembre 1968. Fait que ça tombait bien, hein, tu comprends? Donc les astronautes revenaient d'un premier périple autour de la Lune. C'est la première fois qu'on envoyait des Américains autour de la Lune. Uh-huh. Donc l'équipage d'Apollo 8 fait un passage derrière la Lune. Pendant ce temps-là, les communications radio sont interrompues. Et lorsque la fusée Apollo 8 revient, donc que les communications sont rétablies avec le centre de Houston, James Lovell dit comme ça, il dit « Houston, sachez que le Père Noël existe ». Alors évidemment, tu comprendras que cette expression, pour beaucoup d'amateurs d'OVNI, est devenue une espèce de mot de code pour désigner un OVNI. Tu dis, si la NASA avait choisi le mot Santa Claus pour désigner un OVNI, puis on a utilisé effectivement cette expression-là le 25 décembre 1968, ça tombait mauditement bien. Imagine-toi si le mot de code avait été Mickey Mouse. Ça aurait moins bien fonctionné, tu sais. Et évidemment, James Lovell a expliqué par la suite qu'il avait lancé cette expression-là parce que il faut quand même le dire, c'était la première fois que des Américains étaient en orbite autour de la Lune. C'était la soirée de Noël. Et James Lovell, comme ses compagnons astronautes, était père de famille, donc il savait, tu comprends, les premiers astronautes à graviter autour de la Lune, le monde entier les regarde, là, tu sais, tous les yeux, en ce soir de Noël, tous les yeux sont braqués sur les téléviseurs. On veut voir ces premiers astronautes qui vont faire le tour de la Lune. Et James Lovell sait très bien que ses enfants, les enfants de ses compagnons, sont aussi rivés devant l'écran. Alors, c'est une blague qu'on lance aux petits-enfants du monde entier. Tu sais, apprenez que le Père Noël existe réellement. Donc, ça laisse dire, oui, le Père Noël est là, puis il est en route. Bon, avec un peu d'imagination, on peut imaginer tout ce que l'on veut. Voilà. Moi qui pensais que le Père Noël avait été créé par Coca-Cola. Ça doit être une erreur. Oui, c'est en fait le Père Noël tel qu'on le voit, l'imagerie nord-américaine, occidentale que l'on a, ce Père Noël avec son costume rouge, sa grande barbe blanche, c'est une invention effectivement de Coca-Cola. En fait, l'imagerie populaire a été créée par Coca-Cola. Je crois que c'était dans les années 1930. Mais je suis pas un expert sur le Père Noël quand même. Voilà. Le Père Noël existe peut-être, les enfants. Oui, peut-être. Ce soir, le sujet de la soirée, c'est le triangle des Bermudes, mon ami. Oui, en fait, et on va tourner autour d'un événement particulier parce que mercredi dernier, donc mercredi qui vient tout juste de passer, marquait le 73e anniversaire
de l'un des événements les plus étranges jamais rapportés dans la littérature sur les phénomènes mystérieux et inexpliqués, à savoir la disparition du vol 19. On reviendra plusieurs reprises sur cette disparition, mais sache que le 5 décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs TBM-3 Avenger ont décollé en début d'après-midi de la base de Fort Lauderdale en Floride. Ils avaient une mission, somme toute une mission très banale d'entraînement au large de la Floride, au large de la côte est de la Floride. Leur mission consistait à bombarder une vieille épave de navire qu'on avait mis là. Donc on était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et on continuait bien sûr les entraînements. Et quelque chose est allé de travers cet après-midi-là. Donc les cinq appareils étaient en vol. Et à un moment donné, vers 15 heures, le commandant de l'escadron, un type qui s'appelait Charles Taylor, a contacté la base de Fort Lauderdale pour expliquer lui et ses compagnons étaient complètement perdus. Ils avaient l'impression que leur compas, leur boussole était déréglée. Et finalement, les 5 avions ne sont jamais revenus à la base de Fort Lauderdale. Donc, ce jour-là, non seulement la US Navy a perdu ses 5 bombardiers qui représentaient 14 hommes d'équipage. En théorie, il aurait dû y avoir 15 hommes d'équipage, mais ce jour-là, parce qu'il y avait il y avait un pilote, un copilote et un artilleur qui était à bord des appareils. Donc, chaque avion aurait dû être composé d'un équipage de 3 personnes. Mais ce jour-là, un certain Alan Costner s'est présenté à la direction le matin même du vol et a demandé à être exonéré de ce vol parce qu'il se sentait pas bien. Donc il est resté au dortoir et en fait sa décision a été très salvatrice parce que ses compagnons ne sont jamais revenus. Donc 14 hommes d'équipage sont déclarés perdus ainsi que les 5 bombardiers Avenger et par un concours de circonstances tout à fait incroyable, vers 19h, lorsque les équipes de recherche vont se mettre en branle pour essayer de retrouver les 5 avions, un gros Martin Mariner, qui est un hydravion qu'on utilise pour les recherches en haute mer, va exploser quelques minutes après son décollage. Donc, on perd un 6e appareil. Celui-là, pas de manière très inexpliquée parce que l'appareil explose en vol. Il y avait des petits bateaux qui se trouvaient dans la baie de Miami de Fort Lauderdale qui ont vu l'appareil exploser en vol. Mais néanmoins, c'était un 6e appareil qui s'ajoutait à la liste des avions déjà perdus ce jour-là. Donc, cet événement-là est devenu, ce n'est pas l'événement qui a marqué le début du triangle des Bermudes, parce que dans la littérature, on retrouve des disparitions qui sont bien antérieures à cette disparition des 5 bombardiers Avenger, mais c'est vrai que c'est devenu l'élément phare. Dès que l'on parle du triangle des Bermudes, la première disparition qui est évoquée, c'est toujours celle de cet escadron, le vol 19. Donc on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans la deuxième partie de l'émission. Notre invité sera Richard Nolan. C'est un auteur français. Il a écrit de nombreux ouvrages consacrés à l'étrange, l'insolite, les ovnis. Donc, c'est vraiment une sommité dans ce domaine-là. Et il était de passage à Montréal il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de le rencontrer. Disons qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années. Mais j'ai organisé un petit rendez-vous. On s'est rencontrés. On a abordé toutes sortes de sujets, dont celui du triangle des Bermudes. Donc, on va entendre de cette entrevue en deuxième partie d'émission. Donc, c'est notre sujet de la soirée, le triangle des Bermudes. Principalement, la disparition du vol 19. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? Vrai, faux? Est-ce qu'on a des explications vraisemblables pour résoudre l'ensemble de ces disparitions rapportées dans ce secteur? Je rappelle aux gens, quand on parle du triangle des Bermudes, il s'agit d'une zone océanique qui, si on imagine un peu des lignes droites, vont de la Floride aux Bermudes, des Bermudes à l'île de Porto Rico et de l'île de Porto Rico à la Floride. Donc ce triangle qui représente quand même des centaines de milles carrés, des centaines de kilomètres, de centaines de milliers de kilomètres carrés d'océan. Et donc, c'est ce qu'on définit comme étant le triangle des Bermudes. Donc, est-ce qu'on a des explications pour cela? Chaque année, on a l'impression que la littérature nous apporte de nouvelles conclusions. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de ça. Passons maintenant aux actualités de la semaine, puisque tu veux nous parler d'une sonde sur la face cachée de la Lune. Et ma première question, y a-t-il une face cachée de la Lune? Non, la Lune est simplement une espèce d'affiche qu'on nous a mis comme ça dans le ciel et qui nous donne le change finalement. Non, effectivement, c'est amusant parce que tu glisses un peu vers cette idée du complot et de la conspiration. Ouais. Et c'est vrai que l'annonce de cette nouvelle a déclenché dans les milieux complotistes toutes sortes de spéculations. Donc, la nouvelle en elle-même est celle-ci. Demain, si les conditions météorologiques sont acceptables, la Chine, l'agence
l'agence spatiale chinoise va procéder au lancement d'une sonde à destination de la Lune. Donc, elle devrait... cette sonde, en fait, est un astro-robot, là, un astro-véhicule. Il va se poser il devrait éventuellement se poser d'ici la fin du mois sur la face cachée de la Lune, parce qu'il faut savoir que la Lune nous présente toujours la même face, et ça, c'est dû, en fait, à une curiosité, parce qu'elle met autant de temps à orbiter sur elle-même qu'à faire le tour de la Terre, ce qui fait qu'elle nous présente toujours la même face. Sa face cachée nous est quand même bien connue, parce que, je l'ai mentionné là un peu plus tôt, lors des missions Apollo, les vaisseaux se mettaient en orbite autour de la Lune, donc on a pu voir la face de la Lune. Faut dire que déjà, au début des années 60, les Russes avaient été les premiers à envoyer une sonde autour de la Lune qui avait photographié la face cachée, et on a découvert en fait que cette face cachée, elle est relativement différente de la face que l'on voit tous les jours. Quand on regarde la Lune, on voit des espèces de grosses taches sombres sur la Lune, ce qu'on appelle les mers. On sait que Apollo 11, Neil Armstrong, en 1969, s'est posé dans la mer de la Tranquillité. Donc, ces grandes surfaces plus sombres sur la Lune, on les appelle les mers. Et il n'y a pratiquement aucune mer de l'autre côté de la Lune. Cette espèce de sable plus grisâtre n'existe pas. Par contre, la face cachée de la Lune est beaucoup plus marquée par des impacts de météorites, comparativement à la face que l'on voit, nous, de la Terre. Donc, la face cachée de la Lune nous était bien connue. C'est vrai aussi qu'au cours des 20 dernières années, de nombreuses sondes se sont mis en orbite autour de la Lune. Elles ont photographié, cartographié complètement la Lune, autant la face visible que la face cachée. Mais jusqu'à présent, on n'avait jamais envoyé un vaisseau sur la face cachée de la Lune. Donc, les missions Apollo, on le comprend, pour des raisons techniques, se sont posées sur la face visible, parce qu'il fallait bien sûr que les antennes qui transmettaient les communications, transmettaient les informations télémétriques, puissent être orientées vers la Terre. Donc, d'où le fait qu'on ait choisi des points d'atterrissage qui étaient en direction de la Terre. Si on avait posé un vaisseau de l'autre côté, les communications auraient été difficiles. Et c'est en fait ce défi que les Chinois ont relevé avec cette mission. Ils ont déjà envoyé en mai dernier un vaisseau qui s'est mis en orbite autour de la Lune, qui servira d'antenne relais, si je puis dire. Et d'ici la fin du mois, là, si le lancement se fait comme prévu demain, la sonde chinoise Chang'e 4 devrait se poser donc sur la face cachée de la Lune. Ce petit robot, cet astromobile, aura pour mission, bien sûr, de photographier la surface vue de près, mais il est également équipé d'appareils qui lui permettront d'analyser le sol. Et l'un des objectifs de la sonde, c'est de déterminer si le sol lunaire, le sable, la poudre, peu importe la constitution de ça, parce qu'on sait que la surface de la Lune est couverte d'une espèce de poudre qui est très très fine et qui est composée également d'espèces de petites billes de verre. En fait, c'est de la silice qui a été bombardée, qui s'est transformée un peu en verre. Ouais. Et on veut savoir si cette surface, ce sable lunaire, ce sol lunaire, pourrait être propice à la culture de végétaux. Parce que on le sait, depuis quelques années maintenant, on parle éventuellement d'installer sur la surface de la Lune des bases qui pourraient avoir une occupation permanente et éventuellement servir de tremplin vers l'exploration de planètes plus éloignées, comme Mars, par exemple. Mais on veut savoir, est-ce qu'il faudra également importer de la Terre? Parce que si le sol lunaire, le sable lunaire est propice à la culture, évidemment, on s'entend à l'intérieur d'une serre, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Il faudra donc prendre cette terre, la mettre dans une serre et voir si on peut faire de la culture. Donc, ce sera l'une des missions qu'aura ce vaisseau, ce Chang'e 4, donc de déterminer quelle est en fait les propriétés du sol lunaire et s'il est propice ou non à la culture de végétaux. Question par texto de Laurent. Est-ce que la face cachée de la Lune voit le soleil une fois de temps en temps? Oui, elle la voit aussi souvent que la face cachée, que la face visible. C'est nous qui voyons toujours la même face, parce que comme elle tourne sur elle-même, évidemment, oui, elle présente son autre face au soleil. C'est en fait son orientation vers la Terre qui, elle, est toujours un peu la même. En fait, la partie visible est toujours la même. Donc oui, elle se tourne. Lorsqu'elle tourne sur elle-même, la face cachée fait face au soleil également. Mais pourquoi je te mentionnais l'idée des complots? Oui. Parce que dès que les Chinois ont parlé, parce que
c'est vrai que cette face cachée de la Lune fait fantasmer les amateurs de mystère. On s'imagine toutes sortes de choses parce que on ne la voit pas, cette face. Et déjà dans les années 60-70, des amateurs d'OVNI, des gens qui faisaient la promotion en fait de visites extraterrestres, ont souligné que la face cachée de la Lune serait un endroit tout à fait extraordinaire, près de la Terre, bien caché, jamais visible, pour y installer une base. Donc, des gens les gens, certains individus qui croient aux extraterrestres, croient qu'il existerait sur la face cachée de la Lune des installations extraterrestres qui serviraient de base relais à des visiteurs venus du cosmos. Et là, évidemment, l'idée d'envoyer une sonde sur la face cachée de la Lune, parce que pour les amateurs de ce scénario, si les missions Apollo ne sont pas allées sur la face cachée de la Lune, il y avait peut-être une préoccupation beaucoup plus grande que la simple orientation des antennes des vaisseaux. Et l'idée d'envoyer un vaisseau maintenant sur la face cachée de la Lune, ces gens-là voient déjà dans cette perspective une atteinte en fait à l'anonymat des extraterrestres qui pourraient ne pas trop apprécier de voir des vaisseaux se poser sur la face cachée de la Lune et chercheraient éventuellement à les détruire. Donc, ils condamnent déjà cette mission. En tout cas, ils croient que la mission est vouée à l'échec. Alors, on verra bien ce qui va se passer avec la mission de Chang 4. Mais de toi à moi, je pense que s'il y avait vraiment des bases d'extraterrestres sur la face cachée de la Lune, comme les vaisseaux Apollo se mettaient quand même en orbite autour de la Lune, comme on a cartographié entièrement la Lune, et les gens qui nous écoutent ce soir peuvent eux-mêmes aller voir la face cachée de la Lune en utilisant on connaît bien le logiciel en fait de Google Earth. Il existe également un Google Moon, donc vous avez simplement rentré dans votre moteur de recherche Google Moon qui va vous amener sur la Lune et vous pouvez tourner la Lune et vous approcher de toutes les régions de la Lune que vous voulez, que ce soit la face visible ou la face cachée. Toujours dans les actualités de la semaine, aurions-nous été visités, mon cher Christian, par les extraterrestres? Les extraterrestres ou les intraterrestres? Les intraterrestres? Ah, tu nous en as jamais parlé de ça, là? Non, les intraterrestres. Mais là, on va vraiment parler des extraterrestres. Ouais. Et écoute, c'est une nouvelle qui est assez étonnante parce que elle a été publiée sur le site officiel de la NASA. Donc, ce n'est pas une position prise par la NASA, mais c'est quand même un travailleur, un type qui travaille dans un centre de recherche de la NASA, qui est un scientifique qui s'appelle Silvano Colombano. Et ce type-là a lancé, comme ça, a écrit sur le site de la NASA, qu'on avait peut-être été visité par des extraterrestres, mais peut-être que ces extraterrestres, même s'ils pourraient être très différents de ce que l'on imagine, pourraient être très intelligents, mais on se serait peut-être même jamais rendu compte de leur présence. Parce que, évidemment, quand toi et moi, on parle d'extraterrestres, et les gens qui nous écoutent également, on a immédiatement cette image du petit bonhomme, 1 mètre, 1,50 m, la grosse tête, les yeux bridés, etc. Donc, on a une imagerie un peu de ce à quoi pourraient ressembler les extraterrestres. Alors que ce scientifique lui dit non, peut-être que les extraterrestres, là, on croit que le modèle le plus propice à l'évolution ou à l'apparition de la vie, c'est le modèle c'est un peu difficile parce qu'on n'en connaît qu'un seul, le nôtre, le modèle basé sur le carbone. Oui. Donc, la vie basée sur le carbone. Donc, on s'imagine que les autres, et comme le carbone est un élément qui est très répandu dans l'univers, il va de soi que s'il y a des formes de vie qui se sont développées dans l'univers, elles pourraient ou elles devraient être basées sur le principe du carbone. Mais il pourrait exister des formes de vie basées sur d'autres mécanismes, par exemple basées sur la silice, par exemple, où la silice et l'ammoniac pourraient permettre en fait une combinaison assez proche de ce que l'on trouve sur Terre avec le carbone et l'eau. Donc, on pourrait imaginer des formes de vie basées sur d'autres éléments que simplement le carbone tel qu'on le connaît. Et là, évidemment, ça nous amène à des formes de vie qui sont tout à fait impossibles à imaginer parce qu'on n'en connaît pas d'autres formes de vie que celles basées sur le carbone. Et on s'imagine également que les extraterrestres doivent avoir à peu près la taille d'un humain. Mais peut-être que les extraterrestres pourraient être très, très intelligents et avoir la taille d'un microbe, par exemple. Tu vois, donc cette idée de dimension, c'est une notion qui est excessivement variable. Et ce chercheur dit, on ne peut pas le savoir. Donc, on ne sait pas à quoi pourraient ressembler d'autres formes de vie qui seraient basées sur d'autres principes que le carbone. Et s'imaginer que des formes de vie intelligentes devraient avoir mesuré 1 mètre de haut, pas du tout. Ça pourrait être des formes de vie qui pourraient être la taille d'un microbe ou des trucs comme ça. Donc, c'est un peu ce qu'il lance sur cette page de la NASA. Ça a fait beaucoup
beaucoup réagir. Il a quand même tenu à préciser que ce n'était essentiellement qu'une hypothèse. Mais c'est amusant parce que quand j'ai lu ça, ça me fait penser à une conversation que j'avais eue il y a quelques années, en 2003 ou 2004. J'avais tourné une série pour Z-Télé qui s'appelait Enquête sur les ovnis. Et pour le besoin de cette série, moi et l'équipe technique, on avait été tourner une entrevue à New York avec un astrophysicien qui s'appelle Michio Kaku. C'est un scientifique américain d'origine japonaise. Il est considéré comme l'un des grands astrophysiciens, un des grands vulgarisateurs scientifiques contemporains. Donc, je me retrouve à l'Université de New York, je rencontre Michio Kaku et on aborde cette question des extraterrestres. Et à un moment donné, Michio Kaku me dit que eux, les astrophysiciens, ceux qui cherchent la vie ailleurs dans l'univers, ont développé une espèce de modèle qui voudrait qu'il y ait quatre types de civilisations à travers l'univers. Et là, il dit, une civilisation de type 1 serait une civilisation qui contrôlerait son environnement. Une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui contrôlerait son système de planètes. Et puis, une civilisation de type 3 serait une civilisation qui contrôlerait non seulement son propre système solaire, mais pourrait voyager d'un système solaire à un autre. Et là, il me regarde et me dit, est-ce que vous savez, Monsieur Page, à quel niveau on se trouve sur cette échelle? Je réponds non. Il me dit, nous, on est une civilisation de type 0. Hein? On a encore du carburant fossile, on contrôle pas notre environnement, donc on est une civilisation de type 0. Alors, comment une civilisation de type 0 peut-elle s'imaginer ce que pourra faire une civilisation de type 2 ou de type 3? Tu comprends? C'est comme impossible à imaginer. On est loin même des anticipations de la science-fiction. Oui. Alors, il me répond, il dit, vous savez, dans cette perspective-là, on pourrait être observé, visité par des civilisations de type 2 ou de type 3 sans même savoir qu'ils sont là. Et il m'avait fait par analogie, il dit, lorsque vous regardez, par exemple, des poissons dans un bassin, est-ce que ces poissons savent que vous existez? Est-ce que ces poissons savent qu'en dehors du bassin, il y a un univers? Et donc, ça nous amène à réfléchir et je dois t'avouer, quand j'ai lu cette nouvelle de la NASA, ça m'a fait un peu penser à ça. Donc, on pourrait peut-être, évidemment, c'est purement spéculatif, mais qui sait, peut-être que des civilisations excessivement avancées de niveau 2, de niveau 3, telles que les décrit Michio Kaku, peut-être que ces civilisations pourraient nous visiter, pourraient même nous observer sans même que nous, petites civilisations de type 0, puissions même se rendre compte de leur présence. C'est peut-être même les maringouins? Ah, peut-être. Qui sait? Hein? Un jour, ils vont apprendre qu'on est juste s'améliore, on va en manger une tabarouette. Hein? Ouais, c'est ça. Hey, tu voulais nous faire des suggestions de Noël, mon ami? Oui, beaucoup de gens m'écrivent, me disent, j'ai des amis, mon chum, ma blonde s'intéresse à ces sujets-là, et puis je me demande s'il y aurait quelque chose, des ouvrages sérieux, parce qu'on le sait, la quantité d'ouvrages qui sont publiés chaque année sur les phénomènes mystérieux, étranges et paranormaux et astronomiques. Malheureusement, il y a un bon livre qui paraît pour 20 livres qui sont publiés. Hein, parce que c'est un commerce qui est lucratif d'aborder les questions de l'astrologie, la voyance, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a des ouvrages sérieux que moi j'endosse? Hein? Ça veut pas dire que, si ça vous tente de lire un ouvrage sur l'astrologie, les lignes de la main, libre à vous. C'est pas nécessairement des ouvrages que j'endosserais, mais j'accepte les croyances de tout un chacun. Mais si on me demandait à moi, en 2018, est-ce qu'il y a des ouvrages qui ont retenu davantage mon attention? Je te dirais que j'en ai 3 à proposer. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à la question des ovnis, principalement les objets volants non identifiés, alors il y a un ouvrage qui a été publié en cours d'année par un type qui s'appelle Xavier Passot. Et cet ouvrage s'intitule « J'ai vu un ovni ». Et Xavier Passot, faut quand même savoir, là, je te mets un peu la table. Il faut savoir que dans tous les grands pays industrialisés, il n'existe qu'un seul pays qui s'est doté d'un organisme étatique d'enquête sur les ovnis. Et ce pays, c'est la France. Donc, en France, au sein de la NASA française, si je peux dire, qui s'appelle le CNES, le Centre national des études spatiales, qui se trouve à Toulouse. Ils ont un département, un bureau, qui s'appelle le GEIPAN, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En d'autres mots, les ovnis. Donc, c'est le seul pays dans les pays industrialisés qui s'est doté d'un organisme étatique. Tu comprendras que ces gens-là, les gens qui dirigent le GEIPAN, ce sont des ingénieurs en aéronautique, ce sont des enquêteurs professionnels. Donc, ces gens-là n'ont pas le mandat de te faire accroire aux petits hommes verts ou aux extraterrestres. Ces gens-là accueillent les observations qui sont rapportées, autant par le public que par les services de renseignement, que ce soit, par exemple, la gendarmerie ou l'armée de l'air française. Donc,
ils accueillent ces observations et ils font un travail d'enquête, de vérification pour essayer de déterminer quelle est la nature des objets rapportés. Non seulement, je te dirais que c'est le seul organisme de ce genre dans les grands pays industrialisés occidentaux, mais c'est le seul organisme de ce genre au monde. C'est vrai qu'il y a d'autres pays qui ont également des organismes étatiques qui se consacrent à l'étude des ovnis, mais aucun n'a, disons, la logistique qu'a ce fameux GEPAN, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Xavier Passot, donc l'auteur de cet ouvrage, J'ai vu un ovni, a été le directeur du GEPAN de 2011 à 2016. Donc, 5 ans passés à la tête de cet organisme très spécial qui a pour mission d'enquêter sur les observations d'OVNI. Et je te l'annonce tout de suite, j'ai parlé avec Xavier Passot et il interviendra dans l'une de nos prochaines émissions. Donc, je dois faire une longue entrevue avec lui et on aura donc la chance d'écouter ça. Donc, Xavier Passot a publié cet ouvrage, J'ai vu un ovni, donc même si le titre annonce J'ai vu un ovni, en fait, il reprend un peu la position des témoins qui rapportent les observations en disant J'ai vu un ovni. Et à travers cet ouvrage, donc, il raconte un peu les fonctionnements du GEPAN, quelles sont les erreurs, les méprises que les gens font généralement parce qu'ils ont souvent une méconnaissance du ciel. Il parle également des observations, de quelle façon elles sont classées. Il parle bien sûr de ces observations non identifiées, ce qu'elles sont ou ce qu'elles ne sont pas, parce que bien souvent, si l'affaire est non identifiée, c'est parce qu'on sait ce que l'objet n'est pas. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère, c'est pas une planète. Donc, il raconte un peu tout ça. C'est un ouvrage qui est passionnant. C'est un petit livre, hein, ça a 150 pages à peu près. Mais Xavier Passot, s'en tient essentiellement aux faits. Il présente et dit, moi, j'étais le directeur du GEPAN. Notre travail était d'accueillir ces observations, d'enquêter. Et il raconte un peu ce travail d'enquêteur, quels sont les filtres qu'ils ont mis pour essayer de décanter l'ensemble de ces observations. Et il donne ses réflexions un peu sur la question des ovnis et plus largement, autant en France que partout ailleurs dans le monde. Donc, c'est un ouvrage que je conseille si la question des ovnis vous intéresse. Vous avez une approche rigoureuse, sérieuse du sujet. Donc, J'ai vu un ovni de Xavier Passot qui raconte ses 5 années à l'intérieur du GEPAN et même il déborde un peu de ça. Pour les gens qui sont en voiture présentement puis qui ont un stress parce qu'ils peuvent pas prendre des notes, là, je vous mets les suggestions d'ouvrages de Christian sur la page Facebook Radio X Files. Donc, j'y vais avec un deuxième choix. Écoute, c'est un ouvrage d'un auteur français qui s'appelle Jocelyn Keller. Cet ouvrage s'appelle Affaires étranges. C'est sorti dans le courant de l'année. Jocelyn Keller en est à son 3e livre. Il avait publié avant Dossier inexpliqué, tome 1 et tome 2. Et là, il y va avec Affaires étranges. Je te dirais, Yannick, que cet ouvrage, comme les 2 autres précédents, ces Dossiers inexpliqués, ressemble à s'y méprendre à mes propres ouvrages, L'enquêteur du paranormal, tome 1, 2 ou 3. En ce sens que ce que fait Jocelyn Keller, il fait un excellent travail de journaliste. Et là, je dis pas ça pour me flatter moi, mais il se contente. Non, mais c'est vrai. Quand j'ai lu ces ouvrages, j'ai dit, tiens, c'est exactement le type de bouquin que j'ai fait. C'est-à-dire que, comme journaliste, il s'est penché sur des sujets, il décante les faits, ne va pas à gauche ou à droite sur toutes sortes il ne va pas se perdre avec des théories fumeuses. Il se contente essentiellement d'analyser des faits qui concernent des événements à caractère mystérieux ou étrange. Et dans ces ouvrages, on retrouve d'ailleurs des dossiers sur lesquels moi-même j'ai écrit. En parallèle, j'ai écrit moi aussi dans mes ouvrages, L'enquêteur du paranormal. J'ai consacré un chapitre, par exemple, à la disparition de Frédéric Valentich, la disparition des 9 du groupe Dyatlov, le manuscrit de Voynich. On retrouve ces sujets-là également dans les ouvrages de Jocelyn Keller. Donc, chaque chapitre est consacré à une énigme et Jocelyn Keller fait vraiment du très bon boulot à décanter, à séparer les faits vérifiables versus les spéculations qu'on retrouve autour de ces sujets-là. Donc, Affaires étranges, ça, c'est disponible en librairie. Et là aussi, un peu comme Xavier Passot, j'ai tellement aimé les ouvrages de Jocelyn Keller que je l'ai rejoint à Paris. Et Jocelyn sera également, on a établi ensemble une liste de sujets.
et sur lesquels on va s'entretenir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, Jocelyn sera l'un de nos invités 4 ou 5 fois au cours des prochains mois où on va aborder ensemble des sujets qui nous ont passionnés tous les deux. Et je suis pas nécessairement toujours d'accord avec ses conclusions. J'imagine que lui, de son côté, ne serait certainement pas d'accord avec mes conclusions. Mais c'est quand même un bon travail de décantage, un bon travail de journaliste. Jocelyn Keller, Affaires étranges. Et le dernier, écoute, je le fais un peu parce que c'est un petit peu un coup de cœur particulier. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des enfants à la maison et se disent, mon fils commence ou ma fille commence à s'intéresser à la science, ces trucs-là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à proposer? Écoute, il y a un livre qui vient tout juste de sortir, qui est écrit par un médecin qui s'appelle Claude Pouliot. Et il a écrit un ouvrage qui s'adresse à peu près à un auditoire, là, disons des lecteurs de 9, 10 ou 11 ans à peu près. L'ouvrage s'appelle « Le Club de la Lune ». Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage-là, bien sûr, comme tous les ouvrages, tous les romans jeunesse, on retrouve les grandes valeurs, hein, l'amitié, l'entraide, l'exclusion, l'inclusion, parce qu'on est ici dans le cadre d'un espèce de petit groupe de génies qui s'intéressent à l'astronomie. Et l'un d'entre eux, la vedette du roman, par exemple, Tommy Elliott, au départ, il est pas aussi brillant que sa sœur, donc il fait pas partie du groupe. Il doit faire ses preuves pour pouvoir être accepté dans le groupe. Donc on retrouve tous ces éléments-là qui sont assez propres à l'ensemble des ouvrages jeunesse, mais la valeur ajoutée un peu à ça, ce Club de la Lune, c'est qu'on est en présence d'un petit groupe de jeunes qui s'intéressent à l'astronomie et leur idée est de construire une fusée pour aller sur la Lune. Et l'élément ajouté, c'est qu'on valorise beaucoup à travers cet ouvrage-là la science, la connaissance, l'importance que tout ça a dans la vie et les retombées que ça a également. Donc, c'est un ouvrage où on retrouve toutes les grandes qualités des ouvrages jeunesse, mais avec cette valeur ajoutée où on donne un petit coup de pouce en disant, attention, il y a la science qui est là et la science, c'est le fun. Ça peut être amusant quand on la comprend. C'est pas toujours quelque chose de rébarbatif et je pense que Claude Pouliot le fait bien dans cet ouvrage, Le Club de la Lune. C'est pour un auditoire, un lectorat, comme je l'ai mentionné, de jeunes préadolescents. Prochain segment, mon cher Christian, on parle de films et séries avec notre ami Jean-François Cloutier de tvqc.com. Salut Jean-François. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, salut Christian, ça va bien? Oui, ça va très bien, toi. J'entends rien dans mes écouteurs. Fais juste tourner ta petite roulette devant toi pour ce qui est de tes écouteurs. Là, tu vas t'entendre. Tu vas entendre ta belle voix de rossignol. Yes, sir. Et ma voix suave. Oh oui. Comment va notre ami Christian? Oui, il va très bien. Il va très bien. Oui. Bon. Tu nous proposes quoi ce soir, mon ami? Je vous propose quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est pour ceux qui ont, disons, un petit peu plus en haut de 40, tous ceux qui se sont intéressés au phénomène OVNI dans les années 80-90 connaissent sûrement le cas Bob Lazar. Bon, mais présentement, il y a un documentaire qui va sortir prochainement. Ça se nomme Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucer. Et puis, il faut comprendre que Bob Lazar, c'est grâce à lui, ou presque grâce à lui, qu'on connaît la zone 51 aujourd'hui, si je me trompe pas, Christian, hein? Tu te trompes. Mais bon, on va quand même... c'est qui a popularisé. Ouais. Peut-être définir, Christian, qui est Bob Lazar en premier. Parce que je suis allé faire certaines lectures cet après-midi, puis effectivement, ça n'a pas l'air d'un individu à qui je ferais confiance à 100%. Ouais, c'est ça, c'est... Écoute, on va passer là. On a une bande-annonce pour c'est un documentaire, hein, ce Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers. Écoute, on écoute la bande-annonce, puis je te reviens un peu, je te place un peu la table sur ce Bob Lazar, et ensuite on laissera Jean-François nous commenter le documentaire en question. Allons-y. This story is extraordinary, especially if it's true. And it all started in the desert, just north of Las Vegas. A local scientist who's worked at Groom Lake said to be where top-secret weapons systems have been tested over the years. He has asked that his identity be shielded. Exactly what's going on up there? What's going on up there could be the most important event in history. Physical contact and proof from another system, another planet, another intelligence. What would happen to you if the government learned that you were giving us this information? He just wanted to stay alive. Maybe this has been kept from us for a good reason. Sir, how do we know you are who you say you are?
My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base and reverse engineered alien spacecraft. It went all over the world. He put Area 51 on the map. I have no motivation to lie. Bob Lazar. Ouais, et c'est amusant parce qu'on entend le journaliste George Knapp qui avait été le premier à faire une entrevue avec Bob Lazar, que l'on retrouve dans ce documentaire. Et donc en 1989, ce George Knapp avait fait une première entrevue avec Bob Lazar, Robert Lazar, mais il l'avait présenté à ce moment-là sous le pseudonyme de Dennis. Et dans le documentaire, on entend ce George Knapp dire « This guy put Area 51 on the map ». La phrase qu'il aurait dû dire, c'est « This guy put Area 51 on the map for ufologists ». Parce que c'est ce qu'il ne dit pas. La zone 51, lorsque Bob Lazar en parle en 1989, il dit « Ah, c'est une base top secrète ». Cette histoire-là de base top secrète, elle est déjà connue depuis les années 60 par à peu près tout le monde qui s'intéresse de près ou de loin à l'aviation. Cette base-là, on y a construit les avions U-2 dans les années 50. Et dans les années 60, on a développé d'autres appareils, le SR-71 Blackbird, on y a développé également les avions furtifs. Et dans les magazines, les publications grand public où on parlait du développement d'avions, souvent, on évoquait elle avait pas le nom d'Area 51, on lui avait pas encore donné ce nom-là. D'ailleurs, ce sont deux journalistes de Las Vegas qui vont lui donner ce nom-là d'Area 51, parce qu'il faut dire que c'est une base militaire qui se trouve dans le désert, et elle se trouve exactement sur le bord de Groom Lake, au milieu du désert du Nevada. Et sur les cartes de l'ancien département de l'énergie, lorsqu'on avait fait dans les années 1940 des tests sur la bombe atomique, le département de l'énergie avait établi des endroits aux États-Unis où on risquait d'avoir moins de dommages collatéraux si on faisait sauter une bombe atomique. Et c'est immense, là, faut le dire, là, cette base-là. Donc, on avait établi des zones comme ça à travers les États-Unis, la zone 1, 2, 3, 4, 7, 8, et la zone où se trouve Groom Lake, sur les cartes du département de l'énergie, s'appelait la zone 51. Et c'est donc sur le bord de Groom Lake qu'on a construit cette fameuse base. Il faut savoir que dans les années 50, 60 et même dans les années 80, quand les ufologues posaient la question à l'armée en disant quel est le nom de cette base, ou est-ce qu'il y a une base, parce que c'est vrai qu'après que Bob Lazar eut parlé de cette histoire-là, les ufologues découvraient la zone 51, cette base sur les bords de Groom Lake, mais elle était déjà connue. Comme je l'ai mentionné, déjà deux journalistes dans les années, au début des années 80, donc 10 ans avant Bob Lazar, avaient utilisé le nom d'Area 51 pour décrire cette base dans un magazine qui était excessivement populaire à l'époque, qui s'appelait le Weekly World News. Et là, on est 10 ans avant Bob Lazar. Est-ce que je me trompe? C'est Nellis Air Range, hein? Voilà. Quand on s'adressait à l'armée, les ufologues disaient « l'armée niait l'existence de la base », il faut quand même savoir que l'armée adore jouer sur les mots. Il faut pas se le cacher, c'est une base top secrète où on développe des avions. En fait, au moment où on se parle, on est en train d'y développer des avions de demain. On y a développé tous les avions espions dans les années 50 et 60. Il faut encore se rappeler, par exemple, que l'avion U-2 a été développé au milieu des années 50 dans cette fameuse base, et les Américains ont découvert l'existence de l'avion U-2 au début de 1960, lorsque l'un des U-2 a été abattu au-dessus de l'Union soviétique, et ça faisait quand même déjà des années à ce moment-là que le U-2 était en activité et faisait de l'espionnage au-dessus de l'ancienne Union soviétique. Donc, on y développait des avions top secrets, donc évidemment, on gardait l'affaire secrète. Quand on s'adressait à l'armée, on demandait quel est le nom de cette base. L'armée répondait, nous n'avons pas de base aux côtés de Groom Lake. Et ils avaient raison. Ce n'est pas une base militaire, c'est une dépendance de la Nellis Air Force Base qui se trouve à Las Vegas. Donc, c'est un peu comme si, par exemple, prenons l'exemple de Choix FM. Si Choix FM avait un petit local d'enregistrement, par exemple, à Limoilou, et quelqu'un s'adressait à la direction de Choix en demandant « C'est quoi la station que vous exploitez à Limoilou? » Et Choix répondait « on n'exploite pas de station à Limoilou. » Ils auraient raison. C'est pas ils exploitent pas une station, ils ont une dépendance qui est là-bas. Et la zone de l'Area 51, la base de Groom Lake, est justement une dépendance de la Nellis Air Force Base. Et je rappelle que dans les années 60, elle n'était pas si secrète que ça, puis elle n'était pas si inaccessible que ça, parce que pour les amateurs...
En fait, on peut dire que c'était la plus connue des bases secrètes américaines. Ouais, la plus connue des bases secrètes. Et dans les années 60, pour les amateurs de musique, petit Q ici, la musique thème de la série Hawaii 5-0 dans les années 60, qui a été repris dans la nouvelle série, on a gardé le même... Parce que c'est un classique, le ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est un groupe qui s'appelle The Venture qui ont fait cette chanson-là. Et si vous allez sur Google, sur YouTube, et vous demandez à voir le vidéo original du groupe The Venture, ça a été tourné sur Groom Lake. Vous voyez l'orchestre au milieu de Groom Lake et sur certains plans, vous voyez juste derrière la petite colline de Groom Lake où se trouve justement la base militaire. Donc, faut quand même remettre la pédale douce là-dessus. Lorsque Bob Lazar raconte son histoire en 1989, il révèle aux ufologues l'existence de cette base où on développe des avions dans le désert. Mais en fait, cette base-là, elle est, comme tu l'as mentionné, Jean-François, c'est la plus connue des bases secrètes. À peu près tout le monde qui s'intéressait de près ou de loin à l'aviation connaissait l'existence de cette base dans le désert, même si on lui avait pas donné un nom exact. Et aujourd'hui, si vous allez sur Google Maps, par exemple, et vous entrez dans votre moteur de recherche Groom Lake, vous allez arriver immédiatement au-dessus de la base. Groom Lake, Nevada, la première image que vous voyez apparaître, si vous demandez l'image satellite, vous êtes exactement au-dessus de cette super base ultra top secrète que nous a révélé ce Robert Lazar. Ouais. Robert Lazar, tu m'as demandé, Yannick, de te dire qui est le personnage. Oui, parce qu'en sachant qu'on allait parler avec Jean-François, puis en sachant un peu le sujet qu'on allait aborder, j'ai été m'informer sur cet individu-là. Puis, j'imagine que tu vas me donner un petit peu son CV, mais j'ai été surpris de voir que cet individu-là est un individu qui avait un passé très, très louche, là, oui. En parlant de proxénétisme, puis de personnes qui se promenaient à travers les États-Unis avec des substances explosives. Là. Ouais, il y en a même posté. Ouais, c'est un capoté un peu. Hein? Il y en a même posté, donc, ce qui est interdit. Ce Bob Lazar, en fait, il apparaît en 1989 et là, il raconte qu'il était engagé dans 87 et 88, qu'il aurait travaillé sur, en fait, pas tout à fait la base de Groom Lake. Hein. Il raconte que derrière la base de Groom Lake, près de cette colline, ce Groom Hill, là, Groom Mountain, il y aurait une autre zone un peu plus au sud qui s'appellerait la zone S4. Et là, il dit que dans cette zone S4, il y a des bases souterraines. Et là, de 1987 à 1988, lui aurait travaillé et aurait fait de la rétro-ingénierie sur des engins spatiaux extraterrestres qui auraient été récupérés par les Américains. Donc, il défaisait ces engins-là pour essayer de comprendre comment ils fonctionnaient pour pouvoir mieux adapter cette technologie aux appareils américains. Donc, c'est ce qu'il révèle essentiellement ce George Knapp en 1989 sous le nom de Dennis. Rapidement, il va montrer son visage, il va s'exposer. Il s'agit d'un type qui s'appelle Robert Lazar. Ce Robert Lazar, c'est clairement un type qui connaît l'ingénierie, qui connaît la physique, ça, y a pas de doute là-dessus. Mais là où ça commence à poser problème, c'est qu'il ment comme il respire. Hein? Moi, je me rappelle quand j'ai fait des séries policières comme Les enfants assassins, Les crimes occultes, je me rappelle une phrase que me disaient toujours les policiers lorsqu'ils enquêtaient sur des scènes de crime. Ils me disaient, il y a deux choses que tu dois regarder, ce que tu vois et ce que tu ne vois pas. Et quand on regarde Bob Lazar, on se limite trop à ce que l'on voit et on fait fi de ce qu'on ne voit pas. Donc, ce Robert Lazar dit, j'ai fait ma formation au MIT, au California Institute of Technology comme ingénieur. Et là, quand on commence à fouiller là-dedans, on découvre qu'il y a aucune trace de lui au MIT, aucune trace de lui au California Institute of Technology. Il n'appartient à aucune association, fédération d'ingénieurs, n'a jamais fait partie d'aucune association d'ingénieurs non plus. C'est quand même curieux. Et ça, c'est ce que l'on voit. Mais ce que l'on ne voit pas, et qu'on a l'impression que les amateurs d'OVNI veulent tellement y croire qu'ils font fi de cette information, c'est toi, Yannick, si je te demande, quand tu étais au cégep, quand tu étais au secondaire, tu avais certainement des amis. Tu devais aller dans des restaurants, il y avait une belle fille que tu as dû essayer de croiser. Oui. Comment ça se fait que ces gens-là, Bob Lazar, c'est un individu qui se rappelle très bien ce qu'il a fait à la zone 51, mais quand vient le temps de lui poser des questions en lui disant, OK, si t'étais au MIT, nomme-nous des collègues de classe. Nomme-nous quelle était la fille qui était la pom-pom girl du groupe de cheerleaders. Nomme-moi un restaurant que tu fréquentais. Il a été incapable de le faire. Il est incapable de le faire pour
toutes les questions qu'on lui pose. La seule chose que nous exhibent les amateurs d'OVNI ou ceux qui veulent croire aux fadaises de Bob Lazar, c'est de nous dire, George Knapp a trouvé son nom, en tout cas, a trouvé le nom d'un Robert Lazar qui aurait été employé à un moment donné sur la base de Los Alamos. La base de Los Alamos, c'est pas la base de la zone 51, là. Faut pas se mélanger, là. Et quand on a trouvé le nom de Robert Lazar, il apparaît dans une espèce de bottin téléphonique de la base. Ça nous dit pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il était simplement le type qui passait le balai, là. On n'a aucune information, là. On n'a rien à part son nom qui apparaît dans un bottin téléphonique sur la base de Los Alamos. Tout ce qu'il dit est absolument invérifiable et tout ce qu'il ne dit pas qu'on essaie de vérifier, on s'aperçoit que c'est pas vrai non plus. Et quand il dit, parce qu'on l'entend dans la bande-annonce, il dit « Je suis Robert Lazar, je n'ai aucune raison de mentir. » Pouette, 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 pouette. C'est bien mal connaître la nature humaine. On pourrait poser la question à un psychologue ou un psychiatre et il te dirait, Yannick, que les motivations humaines pour mentir, c'est un puits sans fond. On a trop tendance à croire que la seule motivation des gens, c'est l'argent. Pas du tout. Les gens peuvent mentir parce que ça leur donne un intérêt, parce qu'ils font partie de l'actualité, parce qu'ils ont envie de faire ça. Rappelle-toi, on en a parlé dans une émission lorsqu'on a évoqué l'histoire de Jack l'Éventreur. Durant l'automne de 1888, la police de Scotland Yard a reçu plus de 300 lettres supposément signées Jack l'Éventreur. Aucune n'était de la main de l'assassin. Pourquoi les gens écrivaient des lettres Jack l'Éventreur? Parce qu'ils avaient envie de le faire. Quelle était leur motivation? Certainement pas l'argent. Ils avaient envie de faire partie de l'actualité. Ça les amusait. Alors, essayez quand on entend un type comme Robert Lazar dire « Je n'avais aucune motivation pour mentir », l'énoncé pourrait être long sur les motivations qui amènent les gens à raconter des bobards. Et à mon avis, Robert Lazar, c'est triste à dire, mais son histoire, si on fait un peu de recherche, là, son histoire, elle est identique. Je t'ai mentionné ces deux journalistes de Las Vegas qui avaient publié un article dans le Weekly World News. On est à l'été de 1980. On est 10 ans avant Bob Lazar. Si tu lis cet article, qui s'intitulait, si je le traduis en français, c'était « Les plus grands secrets sont cachés dans une base militaire ». Quand tu lis cet article-là, tu retrouves tous les éléments que Bob Lazar va récupérer 10 ans plus tard. La seule différence, c'est qu'au lieu que dans l'article, on nous dit qu'il y a des gens qui travaillent sur des soucoupes volantes, qui font de la rétro-ingénierie sur des soucoupes volantes, les deux journalistes disent, dans cette base, il y aurait des MiG russes sur lesquels des ingénieurs feraient de la rétro-ingénierie. Enlève les MiG russes, remplace-les par les soucoupes volantes, et t'as exactement presque mot à mot le discours de Robert Lazar. Alors, en ce qui me concerne, il faudra se lever de bonne heure en sapristi pour me convaincre que ce bonhomme-là nous raconte la vérité. Ouais, mais en même temps, je comprends ce que tu dis. Et puis, ce type de documentaire-là, dans le fond, faut le voir comme un divertissement. Comme un divertissement, puis pas seulement comme un divertissement, c'est que, comment je pourrais dire, ce documentaire-là a un bon montage, il est bien monté, c'est réalisé par Jeremy Canyon, Lockyer Caldwell. Mais le problème de ces documentaires-là, c'est qu'ils sont du déjà vu comme pour des gens comme moi pis toi. Oui. Mais ils sont intéressants pour les gens qui connaissent pas le sujet, tu comprends? Ouais. Et puis l'affaire, c'est que le réalisateur lui-même, lors d'une entrevue, a dit qu'il avait downgradé. Autrement dit, qu'il avait fait pour que le documentaire soit pour le grand public. Oui, accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Puis mais t'as raison, Jean-François. C'est vrai que je m'emporte un peu. Mais cette histoire-là me fait rage. Puis ça, toi-même, en tant que documentariste, tu le vis toi-même. C'est que t'aimerais aller dans le fond des choses lors d'entrevues ou pour réaliser un documentaire, mais le diffuseur ou le réalisateur ou le producteur va te demander non, faut que tu parles à des enfants de 5 ans. Oui, je l'ai fait. Je l'avoue humblement, je l'ai fait. Je me suis, plaçons les mots entre guillemets, là, je me suis un peu prostitué. Hein. J'ai fait des séries télé, je les nommerai pas, mais où on n'a pas menti,
mais il y avait quand même des explications qui étaient possibles, puis on les a un petit peu passées sous le couvert parce que le diffuseur les voulait pas. Parce qu'il faut quand même comprendre, quand on fait une série, on la présente, le diffuseur a le droit de la refuser. Hein. Il refuse l'épisode, refait ceci, refait cela. Fait qu'on a un petit peu allégé certains éléments. Parce qu'il faut que ce soit intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Voilà, parce qu'il faut que ce soit intéressant pour monsieur et madame tout le monde. Faut garder un peu le mystère. Hein. Ouais. Bon, si on arrive, puis paf, tout est révélé dans les 5 premières minutes, ben là, t'as plus beaucoup de mystère. Donc, je comprends que cette idée-là. Là où je suis d'accord, parce que c'est vrai que je m'emporte un peu avec cette histoire de Robert Lazare, là, mais ce qui est quand même... Un petit peu. La job de Christian, la job de Christian, c'est de rapporter les faits. Il commencera pas à embarquer dans des histoires un peu bizarres. Mais en même temps, c'est ce qui est spécial de Bob Lazar, justement, c'est qu'il est apparu en 1989. Cette histoire-là est sortie, puis on a pu entendu parler pendant presque 30 ans. Et puis, avec l'avènement d'Internet, mais là, on aurait commencé à en entendre parler. Puis George Knapp, justement, présentement, après la mort du légendaire Art Bell, ben là, présentement, à Coast to Coast AM, c'est George Knapp qui fait qui est à Coast to Coast AM. Et puis, bon, ben, lui, vu il a profité de l'occasion pour ressortir un petit peu les histoires de Bob Lazar, tu sais. Ouais. Ce que j'encourage, parce que moi, dans le fond, tu sais, les gens, tu sais, à cause des titres de livres que j'ai écrits, l'enquêteur du paranormal, mais en réalité, je suis beaucoup plus, je te dirais, un historien du paranormal qu'un enquêteur du paranormal. Puis moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'histoire. Il fait partie de l'histoire. Exactement. Il est un incontournable. Dès qu'on parle de l'ufologie des années 90, fin des années 80, début des années 90, on ne peut pas passer sous silence la présence de Bob Lazar. En fait, je te dirais, sa présence est tellement importante que cette histoire-là a quand même forcé l'armée américaine à agrandir la zone de restriction autour de la base. Parce que lorsque Bob Lazar a sorti son histoire d'OVNI au-dessus de la base, les amateurs d'OVNI se rendaient dans les montagnes. Il y a une chaîne de montagnes tout proche de la base qui s'appelait Freedom Ridge. Les gens allaient sur Freedom Ridge, qui n'était pas sous restriction militaire. Les gens pouvaient monter sur la colline et avec une bonne paire de jumelles, des bons téléobjectifs, on pouvait voir la base qui était à Groom Lake. Et les gens photographiaient et filmaient ce qui se passait là. Bien sûr qu'ils voyaient des lumières la nuit qui se promenaient au-dessus de la base et criaient à des soucoupes volantes. Mais c'est sûr que quand le gouvernement a une base qui développe des avions, faut pas s'étonner qu'il y ait des trucs qui volent au-dessus de la base. Ouais, puis aujourd'hui, on sait qu'il y a des drones. Hein? Voilà, c'est ça. Donc les gens disaient, dans les années 90, ils disaient c'est des objets qui volent, mais ils font de tels mouvements aéronautiques que ça pourrait pas être un avion. Mais dans les années 90, on était en train de développer les drones des années 2000. Donc, il faut quand même faire cette distinction-là. Mais néanmoins, à cause justement de ce tourisme insolite qui se trouvait qui se produisait sur Freedom Ridge, éventuellement, l'armée américaine a décidé d'acheter ces terres et d'élargir la zone de la zone qui était restrictive pour empêcher les gens de se rendre proche de la base de la zone 51. Aujourd'hui, je pense que quand tu approches la base, le plus proche que tu peux approcher, c'est comme 10 kilomètres. Et quand tu passes la frontière, et elle est bien marquée, si vous passez cette zone, vous allez vous retrouver dans un périmètre de sécurité et ils ont le droit de tirer. Ouais, il y a même une pancarte qui dit Deadly Force Authorized. Donc, ces gens-là pourraient tirer sans sommation. D'ailleurs, je t'avais envoyé une petite vidéo, deux motos qui s'étaient présentées. Qui ont essayé de traverser. Et moi-même, je l'ai fait. Hein. Je me suis amusé à un moment donné. Quand on a tourné cette série Enquête sur les ovnis, on était allé, bien sûr, faire un reportage sur la zone 51. C'était très populaire à l'époque. Et je me rappelle, avec le caméraman, on est arrivé à la Guérite. Et là, qui disait Deadly Force Authorized. Et d'ailleurs, il y a notre collègue aussi, notre chroniqueur Jean-Michel Arsenault qui y est allé aussi. Et moi, je sautais de l'autre côté de la clôture, donc j'allais du côté qui était militarisé, hein. C'est simplement une espèce de bras là, qui t'empêche de passer de l'autre côté, un peu comme ces guérites qui marquent les passages à niveau. Donc je sautais de l'autre côté et là je disais au caméraman, je disais là je suis dans la zone 51, je revenais de l'autre côté, puis là, je disais là je suis hors de la zone 51. Et je voyais, on le voyait très très bien là, ces camions blancs là qui surveillent les passages, qui sont les camions un peu anonymes mais qui sont les gardiens de la zone. Et à un moment donné, après avoir fait ça 3-4 fois, ils ont fait partir une sirène en voulant dire, écoute, le SMAP, là, on t'a vu, t'as fait ton show,
Et quels ont été tes mots avant de partir? Et j'ai dit au caméraman, bon, je pense que il est temps qu'on décalisse. Mais OK, donc le documentaire, juste pour passer au prochain documentaire, là, ça s'appelle... Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucer. Et rien que pour revenir un peu sur la zone 51. En terminant, oui. Juste en terminant, c'est que justement, Bob Lazar a démocratisé, entre guillemets, le terme zone 51. C'est que, oui, à l'époque, les magazines d'aviation en parlaient, mais c'était pas Monsieur Tout-le-Monde. Quand Bob Lazar est sorti dans les années 80-90, eh bien, le nom Zone 51, puis cette zone-là, justement, a attiré un tas de touristes, si on peut dire. Oui, absolument. Parfait. Donc, c'est vrai que l'expression populaire de la Zone 51, on la doit quand même à Robert Lazare, c'est tout à fait vrai. Absolument. Donc Jeff, tvqc.com, le deuxième documentaire que tu voulais nous parler, c'est lequel? Ça s'appelle Alien at the Pentagon. Extraterrestre au Pentagone. Ouais. Là, on n'a pas de bande-annonce parce qu'on est allé voir la bande-annonce puis t'as comme 2 minutes de musique avec de l'écriture. Donc, pour les gens qui nous écoutent, ce serait pas excessivement intéressant. Et d'après ce que j'ai pu voir... C'est avec... c'est un autre personnage... Oui, exactement. C'est un autre personnage important... Mais celui-là, dans l'ufologie moderne, tu sais, Bob Lazar, c'est un peu l'ufologie des années 80, 90. Ouais. Bon, mais dans les années 2000, il y a des nouvelles générations d'ufologues qui sont sortis. Et puis Nick Pope fait partie de ces ufologues-là. Et puis, il était quand même là dans les années 90. Il était plus discret dans les années 90, là, mais il était quand même là. Nick Pope, d'ailleurs, qui est un personnage assez important, même si je m'étonne un peu de la largesse de son discours d'aujourd'hui, mais Nick Pope, dans les années 90, a été pendant quelques années, on a parlé un peu plus tôt là, de Xavier Passot, qui a été de 2011 à 2016 le directeur du GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux. Il faut savoir que les Britanniques avaient également un organisme d'enquête sur les ovnis, mais qui n'était pas un organisme civil, mais qui était directement lié à l'armée britannique. Et ce bureau d'enquête sur les ovnis tentaculaire du ministère de la Défense en Angleterre était dirigé par ce Nick Pope. Donc, Nick Pope a été aux premières loges pour voir les meilleurs dossiers de la défense britannique lui passer entre les mains. Il a été là pendant quelques années, s'est retiré, tient aujourd'hui un discours très pro-ovni. Souvent, moi je l'ai rencontré à quelques reprises, Nick Pope, il est en fait de tous les congrès sur les ovnis, tout ça. J'avais fait des entrevues avec lui, notamment dans Enquête sur les ovnis. Les gens peuvent voir les entrevues que j'ai fait avec lui. Je trouve qu'au cours des dernières années, au début, il était beaucoup plus prudent. Quand je dis prudent, pas dans le sens de ne pas révéler de l'information, mais il était plus posé. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il adhère à peu près à n'importe quoi dans la mesure où c'est populaire et ça peut lui rapporter du fric, là. Ouais, mais pas seulement du fric, je pense. Il y a l'enivrance, hein, le fait d'attirer l'attention. Toi, puis comme toi, tu dois le savoir aussi, tu sais, toi-même, Christian, quand tu vas discuter de ces sujets-là, disons, dans un party ou avec des amis, ou même quand tu fais des conférences, si ça provoque à l'intérieur de toi un sentiment d'enivrance, tu sais. Oui. C'est sûr, mais bon, ce Nick Pope, ce document dont tu parles, Alien at the Pentagon, d'après la bande-annonce que j'ai vue, c'est un truc qui tourne beaucoup autour du programme LATIP, qui est le Advanced Aerospace Threat Identification Program, qui est ce fameux programme qui a été révélé l'hiver dernier, donc en décembre 2017, qui révélait qu'entre 2007 et 2012, le gouvernement américain avait un petit projet d'enquête sur les ovnis, dont le nom, l'acronyme est ATIP, là, qui est Advanced Aerospace Threat Identification Program, qui étudiait la question des ovnis, qui était quand même demeuré secret, parce qu'officiellement, l'armée américaine s'était retirée de l'enquête sur les ovnis en 1969 avec la fin du projet Blue Book. Et là, on a appris donc en décembre 2017 à travers pas une indiscrétion, mais un article paru dans le New York Times qu'entre 2007 et 2012, ils avaient eu ce petit programme qui avait coûté à peu près 22 millions. C'est quand même pas beaucoup sur 5 ans, là, quand on sait que le budget annuel du ministère de la Défense aux États-Unis, c'est 700 milliards. En fait, c'était 500 milliards. Il est passé à 700 milliards. Donc, 700 milliards par année.
on comprend que 22 millions sur 5 ans dans un budget de 7 milliards de dollars par année, c'est un peu de la menue monnaie. Mais néanmoins, ce programme-là, il a bel et bien existé. C'était pas une fantaisie. Et il a existé de 2007 à 2012. Et ce Aliens at the Pentagon tourne autour de ce programme. Oui, mais aussi, puis ça tourne autour de l'incident du Nimitz, justement. Donc, c'est avec le projet du Pentagone est venu un vidéo qu'on appelle le Tic Tac UFO. Et puis ça, c'est un incident qui s'est passé justement avec l'armée américaine. Oui, c'était donc un objet volant non identifié qui avait été repéré. On avait envoyé des chasseurs et des images de l'avion, l'appareil en vol a capté. Il n'y a pas eu un contact visuel entre le pilote et l'OVNI, mais l'appareil est apparu. Bon, on avait un ciel nuageux et un objet est apparu sur l'écran radar et le pilote pouvait l'observer. Il y a eu une observation visuelle, mais l'observation visuelle ne se fait pas en même temps que l'observation radar. C'est quand même important de le dire. Et on a appelé le tic-tac UFO parce que l'objet, c'est un objet qui est un peu oblong, qui ressemble à un tic-tac. Là, ce bonbon là, c'est en forme de tic-tac, donc l'OVNI ressemblait un peu à ça, d'où le nom de tic-tac UFO. Exactement. Puis les anciens dirigeants du programme de l'armée américaine font présentement partie d'un organisme privé qui s'appelle To the Star Academy Art and Science, qui est dirigé par Tom Belange, l'ancien chanteur, musicien de Sum 41. Et puis bon, c'est à partir de là que ça devient un petit peu bizarre, hein? Ouais, effectivement, parce que bon, il y a toutes sortes les révélations de Tom DeLonge, c'est toujours à peu près les mêmes. Ça fait 3-4 ans qu'il nous parle de ce projet-là. Toutes les 2-3 mois, il fait une réapparition en nous disant je vais faire des révélations tout à fait extraordinaires, révélations qui n'arrivent finalement jamais. Je dirais une des grosses erreurs, c'est ils ont tenu en début d'année 2018 une espèce de congrès où ils présentaient un peu les motivations de son groupe et ils ont utilisé comme image de mise en bouche. Les gens rentraient dans la salle et là étaient assis, se préparaient à cette conférence de presse et on avait sur l'écran une immense photographie d'un OVNI qui était en réalité un simple ballon en papier d'aluminium qui avait été photographié en Angleterre. Ouais, puis le Alien at Pentagon est disponible depuis le 9 octobre sur Amazon Prime Video. Okay. Ben, si je demande une des questions d'un auditeur, là, pour ce qui est de ton premier documentaire, donc Bob Lazar, Area 51 and the Flying Saucers, ça peut être sur Amazon aussi? Non, ça va être sur Vimeo. Sur Vimeo? Ouais, donc il est gratuit? Oui. Non, il va être payant parce que Vimeo sont en train, comme YouTube, de sortir un service par abonnement payant. Et puis, pour en savoir plus, justement, ceux qui s'intéressent au sujet que je parle ou à ces genres de documentaires-là, n'écoutez pas seulement le documentaire. Après ça, allez sur YouTube, puis allez regarder les conférences que donnent des gars comme Bob Lazar ou des entrevues qui peuvent durer une affaire comme 1, 2 heures, 3 heures sur Coast to Coast AM. Donc, à partir de ça, vous allez pouvoir mieux vous faire une idée sur ce que Bob Lazar dit et puis pouvoir balancer les pour et les contre au sujet de Bob Lazar, mais aussi au sujet de tout ce qui s'appelle le phénomène OVNI. Là. Parfait. Mm-hmm. Donc, Jeff, pour en savoir plus sur les films et séries, on peut aller sur ton site web tvqc.com, mon ami? Oui, absolument. Puis, rien que pour finir, 30 secondes. Vas-y. Chilling Adventure of Sabrina a un épisode spécial qui sort prochainement et puis ça vous en avez parlé de ça, là. Oui, ça se nomme je savais déjà parler mais c'est seulement un épisode spécial. Okay. Ça sort le 14 décembre et ça s'appelle Chilling Adventure of Sabrina a Midwinter Tale. C'est un épisode spécial Noël mais d'horreur. OK. Puis on peut l'avoir où ça? Sur Netflix. Sur Netflix. All right. Merci beaucoup, Jeff. Excellent. Merci. Bye-bye. Très plaisir, Jeff. Radio X Files. Radio X. On vous rappelle que le sujet de la soirée, c'est le fameux triangle des Bermudes. D'ailleurs, on va en parler à l'instant, Christian. Oui, absolument. Donc, comme je l'ai mentionné un peu en début d'émission,
Il y a quelques semaines, Richard Nolan était de passage à Montréal. On s'est retrouvés et on a fait cette entrevue sur le triangle des Bermudes. Donc, on y va un peu tout azimut, de façon très générale sur le triangle des Bermudes. Et après l'entrevue, j'ai ressorti 2 ou 3 éléments qui ont été mentionnés, qui sont mentionnés, qui seront mentionnés dans l'entrevue et que j'ai jugé bon, que je juge bon à tout le moins de compléter par quelques informations supplémentaires. Alors, on y va avec cette entrevue avec Richard Nolan sur le triangle des Bermudes. Richard Nolan, le triangle des Bermudes, avec toutes les publications sorties au cours des dernières années, on se demande encore, y a-t-il réellement plus de disparitions ou d'incidents dans cette région-là du monde qu'ailleurs sur les autres océans? Eh bien, si on en croit même déjà depuis les années 70, les statistiques de la Lloyd's, par exemple, la compagnie d'assurance, et celles d'autres organismes, apparemment, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Et peut-être que ça vaut mieux maintenant, vu le nombre de super paquebots qui transportent des passagers tout au long de l'année au milieu de la zone en question, quoi. Mais comment expliquer à ce moment-là cette persistance du mystère du triangle des Bermudes? C'est parce que peut-être les disparitions, elles sont donc sans doute pas plus nombreuses qu'ailleurs, mais il y a un côté dramatique qui fait que et certains mystères ne sont de toute façon toujours pas expliqués, donc qui fait que cette zone continue à avoir un attrait un peu sensationnaliste, mais on a toujours l'impression qu'il s'y passe quelque chose de différent d'ailleurs. Au cours des dernières années, on a vu des hypothèses qui ont été proposées, à savoir soit des nappes de méthane qui remonteraient vers la surface, des tremblements de terre sous-marins. On a également parlé éventuellement de vagues scélérates qui pourraient faire chavirer les navires. Qu'est-ce que l'on doit tenir? Est-ce que réellement les conditions météorologiques, est-ce que les conditions climatiques sont à ce point différentes dans cette région-là qu'elle pourrait ouvrir un volet nouveau sur les causes de ces disparitions? En fait, il y a vraiment, c'est une région quand même à problème. C'est une région donc les vagues scélérates, parce qu'on a quand même un certain nombre d'équipages ou de personnes même seules qui ont réchappé à des catastrophes dans le triangle des Bermudes, et donc ces gens-là racontent des choses épouvantables, mais des choses naturelles, quoi. Une vague scélérate qui sort, qui fait 8 mètres de haut et qui engloutit d'un coup un bateau, le retourne comme une crêpe, ça se comprend bien. Les histoires du méthane qui remontent, j'ai quand même lu récemment que le scientifique qui avait avancé ça avouait lui-même que de toute façon, oui, c'était une idée, mais qu'il avait quand même pas vraiment les preuves, puisque l'histoire du méthane, c'est des poches de méthane qui remonteraient au travers de la mer, et comme le méthane n'a pas la même densité que l'eau, les bateaux qui seraient interceptés sur la route de la poche de méthane qui monte, d'un coup couleraient parce que il passerait au travers du méthane, et soi-disant, ce méthane, s'il continuait sa course en l'air, attraperait les avions un peu de la même façon. C'est-à-dire que d'un coup, les avions tombent comme des pierres parce que c'est plus vraiment de l'air autour. Franchement, j'avoue que là, je trouve ça un peu... Ouais, la densité de l'air ou la densité de l'eau ferait que le navire sombrerait, ou encore que l'avion, elle, plongerait dans l'océan. Je trouve qu'une vague scélérate, par exemple, ou ce qu'ils appellent des grains blancs, c'est-à-dire d'un coup, il peut y avoir une masse d'air qui descend du ciel et qui peut écraser en cours de route un avion ou un bateau. Ça, on le connaît, on l'a vu ailleurs et tout. On n'est pas un peu dans ce fantasme de méthane. Et puis, il y a aussi ce qui peut expliquer certaines choses, c'est simplement des actions parfaitement humaines. C'est une zone où la piraterie est toujours très importante, puisque c'est une zone de trafic de drogue, des choses comme ça. Donc, entre les gens qui prennent des risques de sortir quand il faut pas, en bateau, puisque maintenant, la plupart des accidents dans le triangle des Bermudes,
ce sont ou des bateaux de faible tonnage ou des petits avions. Mais alors que contraire, avant, on a eu quand même des histoires avec du gros matériel, quoi. Ouais. Maintenant, on est plus, mais une disparition peut être mystérieuse juste en surface, si j'ose dire, parce que justement entre la piraterie, les gens qui sortent avec leur bateau, leur avion, n'importe quand, dans une zone qui est quand même une zone à problème, effectivement, ça peut que créer des disparitions pas toujours expliquées, quoi. Ouais, je me rappelle à un moment donné discutant du triangle des Bermudes avec un garde-côte qui justement dont l'unité d'intervention était dans le triangle des Bermudes, me disait à propos du triangle en question. Il dit, on n'a pas vraiment de disparitions inexplicables. On a souvent des disparitions inexpliquées parce que mal documentées. Parce qu'à partir du moment où on trouve un navire sans équipage, c'est la porte ouverte à toutes sortes de spéculations. Oui, c'est comme la marée céleste. Ouais. Dis-moi, Richard, lorsque l'on parle du triangle des Bermudes, il y a une disparition qui s'est hissée au rang de légende pratiquement. C'est la disparition du vol 19. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ces événements et quelles sont les hypothèses les plus vraisemblables pour expliquer cette fameuse disparition du vol 19? Mais en gros, c'est vraiment pour résumer au maximum, c'est le 5 décembre 1945, il y a un vol de bombardier torpilleur Avenger qui part pour une mission d'entraînement. Et ce vol, donc il part de Floride. Ce vol commence normalement. Ensuite, l'officier qui commande l'escadrille, si on peut dire, commence à dire qu'il y a des problèmes. Et finalement, le vol se perd et ne rentre jamais. C'est-à-dire que tous les Avengers ont disparu. Voilà. 5 jours après, donc on n'a rien retrouvé. En plus, il s'ajoute à ça un autre drame, c'est-à-dire qu'un hydravion Martin Mariner, un gros hydravion parti pour les recherches, disparaît à son tour, mais en fait il explose en vol. Et donc ça fait des victimes qu'on retrouvera. Donc cette histoire devient un vrai drame à plusieurs épisodes. Le Martin Mariner d'ailleurs qui auprès des militaires qui ont volé sur cet appareil durant la Deuxième Guerre mondiale, on le surnommait le réservoir ou la bombe volante, justement parce qu'on disait que l'appareil il y avait des vapeurs d'essence et le moindre court-circuit ou un allumage quelconque à bord de l'avion entraînait une explosion. Et donc autant la disparition du Martin Mariner et une partie du drame qui est explicable, mais on n'a jamais retrouvé les Avengers. Et cette histoire de 45 va devenir et va créer le triangle des Bermudes, y compris le terme triangle des Bermudes, que dans les années 60, même si c'est ça, à partir de 1960, et c'est Vincent Gaddis, qui était un spécialiste des mystères de la mer, notamment, et qui crée comme ça, dans un article, parle d'un triangle des Bermudes, le nom fait tilt, comme on dit, et hop, ça devient, la légende a un nom. Et Gaddis lui-même ça a regretté ça parce que la zone c'est pas vraiment un triangle en fait. Lui il avait évoqué un triangle qui est en gros Miami, les Bermudes et Porto Rico, mais la zone n'est pas vraiment un triangle. C'est un quadrilatère en fait un peu tordu et tout comme ça qui inclut jusqu'à la mer des Sargasses, donc pas loin des Bermudes. Et donc Vincent Gaddis, a regretté ça, mais il faut dire que c'était vraiment une trouvaille en matière de nom. Et quand le mystère a pris de l'ampleur au début des années 70, il est évident qu'avec un nom pareil, et les livres de Charles Berlitz, par exemple, ça frappe l'imaginaire. Ça frappe complètement l'imaginaire. Ça fait le trou sans fond. L'expression est restée. Régulièrement, on entend parler quand quelque chose ne va pas et que tout semble partir à volo.
on dit mais cette affaire est un véritable triangle des Bermudes. Voilà, c'est passé dans le discours populaire. C'est un langage courant, oui. Vraiment, c'est incroyable. Mais si on revient à cette histoire de la disparition du vol 19, donc d'accord, on perd un escadron de 5 bombardiers, on perd le Martin Mariner ensuite. Oui. Visiblement, le Martin Mariner, l'explication c'est qu'il a explosé en vol. Voilà. Mais est-ce que l'on a proposé des explications à la disparition des 5 bombardiers Avenger? C'est-à-dire que dans la mesure où on les a jamais retrouvés, notamment des gens comme Charles Berlitz, dont on vient de parler, on dit que peut-être, alors, soit ils ont peut-être disparu dans une autre dimension, ils ont été dans une faille temporelle, certains ont même dit ils ont été enlevés par des ovnis. D'ailleurs, le film Rencontre du troisième type a continué à enfoncer le clou, même si c'est par un biais artistique, quoi, puisqu'il y a une fameuse séquence où on retrouve dans le désert de Gobi, on retrouve les cinq Avengers parmi d'autres épaves qui venaient du triangle des Bermudes, et là on apprend qu'en fait c'est les aliens qui ont enlevé tout ça et qui l'ont transporté dans le temps, dans l'espace, voilà. Mais et d'ailleurs à la fin du film, lorsque le vaisseau mère se pose, la trappe s'ouvre et on voit sortir des pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, dont l'un se présente comme étant le commandant Taylor, qui était réellement Charles Taylor, était réellement le commandant de l'escadron en question, le vol 19. Je sais que au lendemain de la disparition des Avengers, la US Navy a quand même mené une investigation. Si je me réfère aux documents qui ont circulé à ce moment-là, je pense que eux avaient conclu qu'il s'agissait d'une erreur de pilotage. Ah bah oui. De toute façon, même s'il y avait eu autre chose qu'une erreur de pilotage, on imagine mal l'US Navy le dire, mais il y a eu deux. En fait, la commission d'enquête a eu une première évaluation qui dit que c'est une erreur de pilotage, et un peu plus tard, ils reviennent sur l'affaire et on a une disparition pour des circonstances non élucidées. Donc c'est plus ça devient plus mystérieux, quoi. Je veux dire, c'est plus forcément une affaire de mauvaise direction de vol ou des choses comme ça. Donc même l'US Navy quelque part a un peu alimenté l'affaire. Bon, on saura jamais le fin mot de l'histoire parce que on a cru plusieurs fois retrouver, mais il y a tellement d'Avengers qui étaient tombés au large de la Floride pour diverses raisons, que à chaque fois qu'on a retrouvé une épave, on croyait avoir trouvé l'épave du fameux vol, mais en fait on n'a jamais retrouvé le moindre Avenger appartenant à cette escadrille, quoi. Ouais, effectivement, parce que c'était la zone d'expérimentation, en fait, d'essai de ces avions Avenger. C'était des vols d'entraînement, quoi. Voilà, c'était des zones d'entraînement. Fort Lauderdale était une grosse base. Donc à la fin au début des années 40, en fait, durant la décennie des années 40, plein d'avions Avenger ont malheureusement tombé dans ce secteur-là. Il y en a d'autres également qui ont tombé dans les Everglades. Je me rappelle, il y a quelques années, on avait ressorti une épave d'un Avenger dans les Everglades en disant que c'était peut-être l'un de ces avions. Donc, mais il y a beaucoup d'avions qui se sont perdus quand même dès la Deuxième Guerre mondiale. Avant les Avengers, il y avait déjà eu pas mal de pertes. Et puis après, il y en a eu, en 61, il y a eu l'affaire d'un B-52 qui a disparu. Alors là, on sait toujours pas ce qui s'est passé parce qu'il était au milieu de son escadrille, et puis d'un coup, on l'a plus vu. Ouais. Et on n'a jamais retrouvé l'épave. Et le cas le plus stupéfiant, c'était, je sais plus, c'était en 75-78, c'était dans les îles Vierges américaines, où un gros Cessna, oui c'est ça, ou un Piper, arrive en phase d'approche suivi par le radar, et au moment de se poser, disparaît. Ouais. Devant et on n'a jamais retrouvé l'avion, quoi. Et récemment, là, j'ai vu en regardant un petit peu les informations là-dessus, il y a encore un avion de tourisme qui s'est perdu il y a très peu de temps avec deux Texans à bord. C'était dans les Bahamas. Ils partent d'une petite île pour aller à l'autre, et puis on les a jamais retrouvés, jamais revus. Ouais. Donc il y a toujours disons que le triangle des Bermudes entretient bien son propre mythe. Oui, il se passe quand même des choses vraiment étranges dedans, quoi. Ouais. Mais de là à dire que c'est les Atlantes tapis au fond des mers qui les attrapent, ou les aliens, ou
ou les failles temporelles. Puis c'est alimenté aussi par le fait qu'il y a eu des affaires concernant ce qu'on appelle des ovnis sous-marins, c'est-à-dire qui rentrent et qui sortent de l'eau. Il y en a eu quelques-unes d'assez importantes au large de Porto Rico il y a, dans les années 70 et 80. Enfin, la région alimente elle-même quand même l'affaire, quoi. Ouais. Donc, dans le cas du vol 19, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas retrouvé des épaves, ça reste une spéculation. Et des disparitions, je pense qu'il y en a sur tous les océans du monde. Oui, mais il y a quand même, c'est vrai que dans le monde, il y a des zones où les disparitions, il y a des zones à problème parce que pour des raisons climatiques, pour des raisons... En France, on a par exemple le triangle de la Burle, qui est en Auvergne, où il y a eu un nombre d'accidents d'avion. Alors là, ça dépasse largement la moyenne, et des choses des fois invraisemblables. Mais là, on sait bien que c'est parce que c'est une zone montagneuse avec une météo extrêmement violente et à un certain moment de l'année. Et oui, voilà, il y a des endroits comme ça, mais ça n'explique pas tous les mystères du triangle des Bermudes. Richard Nolan, merci beaucoup pour cette entrevue. Alors voilà, c'est intéressant. Non. Oui, absolument. Et ce qu'il faut retenir, en fait, de cette conversation, c'est, on n'a pas toutes les explications. Il y a, c'est vrai, des incidents qui sont très mystérieux. Mais ce qu'il faut retenir quand on parle du triangle des Bermudes, c'est le danger de la solution unique. Et c'est un truc sur lequel je me suis souvent buté lorsque j'ai des discussions sur le triangle des Bermudes. Les gens vont m'aligner 7, 8, 20 disparitions et on me demande, oui, mais quelle est l'explication? Et c'est là le danger, c'est d'essayer de trouver une explication unique à l'ensemble de ces disparitions. C'est un peu, Yannick, si je te disais, prenons au cours des 20 dernières années, il y a eu 50, 60 accidents sur l'autoroute 20. Toi, Yannick Marceau, peux-tu me trouver une explication pour résoudre tous les accidents qui se sont produits sur l'autoroute 20? La qualité de l'asphalte au Québec. T'as raison. mais on comprend le principe. Ouais. Je répondrais non, c'est pas possible. Il faut que chaque accident soit évalué séparément, parce que dans un cas, ça peut être l'alcool au volant, un autre coup, ça peut être la vitesse, un bris mécanique. Donc, il y aura des causes différentes. Et dans le cas du triangle des Bermudes, Richard l'a bien mentionné, c'est une zone à problème, en fait. Toute cette région qui entoure le monde, cette région des tropiques, c'est une région où la météo est très changeante et elle est très violente. Regardons par exemple chaque année, lorsque commence la période des ouragans en Floride, où se forment ces ouragans, ils se forment bien sûr dans le triangle des Bermudes. Et toute la région de l'équateur, tout le tour du monde, ce sont des régions qui sont très sujettes à des changements climatiques excessivement importants et violents. Parce que, à cause des changements de température, les changements de saison, les masses d'air froide qui nous arrivent soit du pôle nord ou du pôle sud vont se rencontrer sur les masses d'air chaud qui sont autour de l'équateur et ça entraîne des perturbations climatiques excessivement violentes. Donc le triangle des Bermudes est l'une de ces zones. Il y en a d'autres à travers le monde. Celle-là est la plus célèbre parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est aussi la zone océanique la plus achalandée. Il faut retenir que tout le trafic maritime, par exemple, qui part d'Europe ou qui part d'Afrique, qui doivent livrer des marchandises sur la côte ouest des États-Unis, doivent forcément passer par le triangle des Bermudes, parce que le seul moyen de passer de l'est à l'ouest par la navigation, c'est en passant par le canal de Panama. C'est le seul moyen de passer. Donc, tous les navires qui arrivent d'Europe ou qui arrivent de l'Afrique doivent tous, un peu comme si on passait dans un entonnoir, ils doivent passer par le canal de Panama. Et bien sûr, ça va augmenter les risques d'accidents. Mais au prorata, comme l'a si bien dit Richard Nolan, il y a plus de navires, plus d'accidents, mais au prorata, il n'y a pas plus d'accidents dans le triangle des Bermudes que partout ailleurs. Et ça, on le tient par des chiffres. Richard, encore une fois, l'a mentionné, les chiffres de la Lloyd's, la compagnie qui assure le transport maritime. Donc ça, il faut faire attention à cette idée de trouver une explication
unique. Chaque disparition doit être évaluée en fonction de la disparition, des conditions climatiques qui avait à ce moment-là, des conditions du navire en question. Donc, il faut être très prudent avec ça. Richard a également mentionné cette idée parce on est revenu à quelques reprises sur l'histoire de la disparition du vol 19, cet événement phare qui va marquer l'histoire du Triangle des Bermudes, la disparition de ces 5 Avengers qui, mercredi dernier, marquait le 73e anniversaire. Richard Nolan mentionne 2 rapports d'enquête. Ici, je pense qu'il est important de faire un petit ajout là-dessus, c'est vrai. Il y a eu 2 rapports d'enquête. Le premier rapport d'enquête a conclu à une erreur de pilotage et pointait directement du doigt le commandant de l'escadron, Charles Taylor. Il faut savoir, parce que contrairement à ce qui est souvent rapporté dans la littérature, quand on parle du vol 19, on a certains auteurs disent « voilà des pilotes chevronnés ». C'est absolument faux. Le seul pilote chevronné du groupe était Charles Taylor, le commandant du vol. Tous les autres membres d'équipage, les 13 hommes qui l'accompagnaient, c'était tous des élèves pilotes. Donc, on a un pilote expérimenté et 13 élèves pilotes. Le problème ici, c'est que Charles Taylor, la conclusion de la US Navy, était que Charles Taylor était un nouveau venu à la base de Fort Lauderdale. Et au moment du vol en question, Charles Taylor, avait fait tous ses entraînements militaires dans les Key West, au sud de la Floride. Donc, ce chapelet d'îlots qui se trouve au sud de la Floride. On croit, c'est une hypothèse. On croit qu'à un moment donné durant le vol, les pilotes se sont trop éloignés du côté est. Il y avait, au moment où les avions ont décollé de la base de Fort Lauderdale, la température était idéale. Il y avait un léger vent, c'était ensoleillé, mais au large, il se développait des cellules orageuses. On croit qu'à un moment donné, le vent a poussé plus loin les avions que Taylor l'avait prévu. Et à un moment donné, dans ce ciel complètement nuageux, où le ciel se confond avec la mer, Taylor a cru deviner, parce que dans les communications radio, et là aussi c'est important de le mentionner, moi j'ai vu dans la littérature toutes sortes de trucs tout à fait aberrants. Le commandant Taylor aurait dit « Ne venez pas nous chercher, on dirait qu'ils viennent de Mars, la mer est différente. » Tout ça, c'est de la foutaise, Yannick. Il n'y a jamais eu de communication comme celle-là. Les seules communications qu'il y avait entre les tours de contrôle au sol, il y avait 2 bases en fait qui suivaient le mouvement des avions. Il y avait une base qui se trouvait à Banana River et on appelait ça des Sun Phillies, la communication radio sans fil. Donc il y avait les Sun Phillies de Banana River et il y avait la base de Fort Lauderdale. Aujourd'hui, c'est l'aéroport international de Fort Lauderdale, Hollywood. Autrefois, c'était une base militaire. Aujourd'hui, c'est un aéroport civil. D'ailleurs, à cet aéroport civil, il y a un monument avec une hélice, l'hélice d'un appareil Avenger qui rappelle la disparition du vol 19, un monument commémoratif. Mais quoi qu'il en soit, c'est en 1945, il y avait donc 2 bases au sol qui suivaient le mouvement des avions. Et les communications étaient essentiellement « Nous sommes perdus, nos compas sont déréglés ». C'était à peu près ça. Il n'y a pas eu de « Ça vient de Mars, ne venez pas nous chercher ». Ça a été rajouté. Ça, c'est de la mythologie. Mais ce que les militaires ont conclu, ce que la US Navy a conclu, c'est qu'à un moment donné, durant le vol, comme il était perdu, tu vas voir comment une erreur en entraîne une autre. Au moment où il était perdu, Taylor n'avait pour se guider finalement, parce qu'il ne pouvait pas s'en remettre aux pilotes qui l'accompagnaient, c'était des élèves pilotes. La seule chose que Taylor, sur laquelle il a pu miser à un moment donné, c'est ce qu'il voyait visuellement. Qu'on appelle un vol à vue. Voilà, un vol à vue. Et devant lui, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait tout ce chapelet d'îlots qui se trouve entre la Floride et les Bahamas, les Chicken Soul, tous ces petits îlots, l'île d'Andros et autres. Donc, c'est ce qu'il voyait. Et on croit, la US Navy spécule, qu'à un moment donné, pour une raison inconnue, Taylor s'est mis à croire que ce qu'il voyait en dessous de lui, c'était les Key West. Il croyait en fait qu'il était beaucoup plus au sud. Durant ses communications radio, à un moment donné, il dit clairement à la tour de contrôle, j'ai l'impression que je suis au-dessus des Key West. Mais en réalité, il n'était pas au-dessus des Key West. Il était au-dessus de ces petites îles. Il y en a plein de un chapelet d'îlots qui se trouvent entre les Bahamas et la Floride. Et c'est probablement
dans ces îles qu'il voyait. Mais quelque part, il a cru qu'il s'agissait des Key West. Et à partir de là, tu comprends toute la confusion quand il dit « Je crois que mes compas sont déréglés ». Pourquoi il croit ça? Parce qu'il croit qu'il vole au sud de la Floride, alors qu'il est toujours à l'est de la Floride. Alors là, il se met à confondre. Ce n'est plus ce qu'il voit. En fait, son erreur, c'est ce qu'il voit. Mais lui, il croit que ce sont ses compas qui le placent dans l'erreur. Et là, il va faire tourner en rond l'escadron jusqu'à ce que les réserves de carburant soient épuisées et que l'escadron va tomber à la mer. Il y a eu 2 rapports d'enquête parce que le premier rapport d'enquête pointait directement Charles Taylor comme le responsable de la disparition du vol 19. Évidemment, Charles Taylor était marié, avait une femme, avait des enfants, des héritiers. Ces gens-là ont mal pris, si je puis dire, le fait qu'on pointait directement du doigt, qu'on imputait à Taylor la disparition du vol 19, alors qu'on n'avait pas retrouvé les épaves. Donc, on le comprend, c'était un scénario hautement spéculatif. D'où le 2e rapport de la US Navy qui, quand même, soutient qu'il s'agit sans doute d'une erreur de pilotage, mais conclut que tant qu'on n'aura pas retrouvé les épaves, ça reste spéculatif et on peut dire que le vol s'est perdu dans des conditions demeurées ou qui demeurent inexpliquées. C'est pourquoi il existe 2 rapports. Ces 2 rapports, d'ailleurs, sont parfaitement accessibles. Il n'y a rien de secret là-dedans. Les gens qui nous écoutent ce soir peuvent en faire la demande auprès de la US Navy. Il suffit simplement d'avoir le numéro, c'est NS quelque chose, mais si on fait un peu de recherche, on va retrouver les numéros. Moi-même, je les avais évoqués, j'ai obtenu une copie de ces rapports-là. J'ai le numéro, on le retrouve dans un de mes livres, je pense le volume 2 de Enquête, l'enquêteur du paranormal, où j'ai un chapitre sur le triangle des Bermudes, et je mentionne le numéro de filière pour pouvoir obtenir ces rapports d'enquête. Donc, 2 rapports d'enquête, oui, parce que un peu, disons, à décharge, rend Charles Taylor moins responsable du vol que la première version du rapport, et le danger, bien sûr, de toujours essayer de trouver une explication unique aux nombreuses disparitions qui sont rapportées dans le triangle des Bermudes. Donc, ce sont les éléments sur lesquels il faut absolument réfléchir, et c'est assez amusant parce que dans la conversation que j'avais avec Richard Nolan, il dit « Le triangle des Bermudes entretient bien son mythe, et c'est vrai que les médias lui donnent parfois un coup de pouce, et je me rappelle avoir lu en 2015 un article, et écoute, on m'en parle encore aujourd'hui, l'article était paru dans la presse, évoqué abondamment dans Internet, et on nous racontait l'histoire d'un navire qu'on aurait retrouvé au large de la Havane, et là on est en décembre 2015, donc c'est pas si loin que ça. Donc en décembre 2015, la toile, les médias sociaux reprennent cette nouvelle de ce navire qui aurait été retrouvé 90 ans plus tard, flottant au large de la Havane. Et là, on avait des photographies qui accompagnaient ça, des photographies d'un vieux bateau rouillé, sans équipage. Et là, on nous disait que le navire en question était le SS Cotopaxi. Et c'est amusant parce que, bon, je te dis tout de suite, Yannick, cette histoire-là, elle est fausse. C'est un fake news, comme dirait Donald Trump. Mais c'est amusant parce que c'était la 2e fois, c'était la 2e résurrection du SS Cotopaxi. Oui. Parce que dans les faits, ce bateau-là était un bateau de fret qui faisait partie de la marine marchande. Il est disparu officiellement le 1er décembre 1925. Il y avait 32 personnes à bord et le navire faisait une liaison entre la Floride et Cuba. C'était bien sûr avant l'embargo de la crise de Cuba dans les années 60. Et donc, il faisait du trafic. Le navire disparaît, comme je l'ai mentionné, le 1er décembre 1925. Avant de disparaître, on avait quand même un bon indice parce que le capitaine avait communiqué sa position en disant qu'il y avait une entrée d'eau importante dans l'une des cales avant du navire. Et ensuite, ça a été le silence et le Cotopaxi n'est jamais arrivé à destination. Mais ce n'était pas la première fois que le Cotopaxi se ressortait de la tombe. Il était réapparu une première fois en 1977 dans le film La rencontre du 3e type. Ah ouais. Parce que comme l'a mentionné Richard Nolan, c'est vrai qu'il y a cette séquence au tout début du film où on voit les 5 avions Avenger dans le désert qui semblent
tout droit sortis des usines. Hein. Ils sont impeccables. Et on retrouve, il y a François Truffaut qui joue le rôle du docteur Lacombe et qui est comme un peu étonné. Il interroge les militaires, mais que font ces avions dans le désert? Et là, l'un d'entre eux leur dit, ces avions ont disparu dans le triangle des Bermudes en 1945. Et un peu plus tard, dans le courant du film, il y a cette apparition d'un navire au milieu des dunes de sable du désert. Et là, on voit l'affolement autour de ça. Le navire qui apparaît dans le désert est le SS Cotopaxi. Donc, il disparaît officiellement en 1925 et réapparaît sous la caméra de Steven Spielberg dans La rencontre du troisième type en 77. Et puis en 2015, dans les médias sociaux, il réapparaît au large de la Havane, complètement abandonné. Mais je te rassure tout de suite, le SS Cotopaxi n'a jamais été revu depuis le 1er décembre 1925. Ça fait tellement longtemps, Christian, que j'entends parler du triangle des Bermudes. Je me souviens peut-être vers la fin des années 80, début 90, il y avait une émission auquel tu as participé qui s'appelait Dossier mystère avec Monsieur Pierre Laporte, la belle grosse voix grave qu'avait Monsieur Laporte. Tu te souviens-tu qu'est-ce qu'il disait, Monsieur Laporte? Sa phrase fétiche. Il disait, peut-être quelqu'un parmi vous a la réponse. OK, dans ma tête, c'est peut-être que c'est moi qui se trompe, t'as pas mal une meilleure mémoire que moi, là, mais dans ma tête, c'était pour chaque mystère, quelqu'un, quelque part, connaît la vérité. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais c'est vrai que c'était il y avait Jean Coutu qui avait animé Dossier mystère. Ensuite, ça a été Monsieur Laporte. Ouais. Et après, l'émission est restée vivotante. Elle est disparue des ondes. Et nous, on a repris ça à Canal D. C'était au milieu des années 2000. Donc, on a refait 2 ou 3 saisons de Dossier mystère. Mais c'était la première fois que j'entendais parler du triangle des Bermudes. Ça tourne depuis combien d'années, ça? Ce mystère-là. Le triangle des Bermudes, comme on l'a dit dans l'entrevue, le mot est lancé en 1960 par Vincent Gaddis qui lance l'expression triangle des Bermudes. Ouais. À ce moment-là, l'élément phare est la disparition de cet escadron de 5 bombardiers Avenger, mais d'autres gens vont capitaliser un peu sur le triangle des Bermudes et là vont se mettre à fouiller dans les archives de la marine, dans les archives de l'aviation pour essayer de répertorier tous les bateaux et avions qui auraient disparu dans le secteur. Et on découvre en fait que beaucoup d'entre eux ont disparu bien avant ont disparu entre guillemets, parce que bon, une disparition, ça veut pas forcément dire que c'est une intervention extraterrestre ou un vortex, là. Mais je dis bien disparition tout court. Il y a beaucoup de navires qui ont disparu dans les années 20, les années 30, les années 40, donc bien antérieurs à la disparition du fameux vol 19. L'une des plus célèbres disparitions remonte à qui est rapportée dans tous les ouvrages consacrés au triangle des Bermudes. Il s'agit d'un navire, un gros charbonnier qui faisait 165 mètres de long. Tu comprends, c'est plus grand que le Titanic, 160 mètres de long. Et ce navire qui était, c'était la moitié de la grosseur du Titanic. Et ce navire, le charbonnier en question, le USS Cyclope, il est allé chercher du manganèse en Amérique du Sud. Il est remonté, s'est arrêté à la Barbade. Et en mars 1918, le navire quitte la Barbade en direction de la Floride. En fait, il se dirigeait, son port d'attache était Baltimore, au Maryland, et le navire n'arrivera jamais à bon port. Et ça, c'était en 1918, c'est peut-être l'une des disparitions les plus célèbres du triangle des Bermudes, la disparition du USS Cyclope. Mais effectivement, plein d'autres navires, plein d'autres avions ont été portés manquants dans cette région du monde, bien avant la disparition du vol 19, et bien après aussi la disparition du vol 19. Durant l'entrevue, Richard Nolan a évoqué une disparition qui était tout à fait surprenante et il parle en fait, ce qu'il évoquait, c'était la disparition du vol 912 de le Caribbean Airways. Hein. Cette histoire-là se passe en 1978. C'est un bimoteur Piper. Il est en approche de l'aéroport de l'île Saint-Thomas aux Caraïbes et à ce moment-là, il est exactement 19h21. Le pilote contacte la tour de contrôle. Écoute, c'est quand même incroyable. Il contacte la tour de contrôle. Il dit qu'il s'enligne sur la piste. Les échanges entre le pilote et la tour de contrôle situent l'avion à 2 kilomètres de la piste. Il est à peu près à 2 minutes de vol. Hein? Donc, il va se poser dans 2 minutes. Et là, il a littéralement la piste en vue. Le contrôleur aérien, à ce moment-là, lève les yeux de l'écran radar
pour suivre le décollage d'un avion sur la piste. Donc, il suit l'avion du regard, l'avion décolle, prend de l'altitude, et au moment où le contrôleur, 30 secondes, c'est cool. Au moment où le contrôleur regarde à nouveau l'écran radar, le Piper n'y est plus. Il n'y a eu aucune communication, aucun message d'alerte. Dans les quelques secondes que le contrôleur a levé les yeux pour regarder le décollage d'un appareil sur la piste, le Piper a littéralement disparu alors qu'il était pratiquement en visuel avec la piste d'atterrissage de l'île Saint-Thomas. C'est quand même assez incroyable. L'une des disparitions, moi, qui m'a toujours un peu étonné, et elle est très peu connue, elle se passe le 28 juin 1980. Il s'agit d'un Cessna, le N3808H, et le rapport existe au NTSB, le National Transportation Safety Board, donc le bureau new-yorkais de la sécurité dans les transports aériens. J'ai pu retrouver la fiche en question. Il s'agit d'un petit Cessna qui fait une liaison entre Santo Domingo, en République dominicaine, et l'île de Porto Rico. Il y a 2 passagers à bord. Je le rappelle, on est le 28 juin 1980. Le pilote contacte l'aéroport de San Juan à Porto Rico. Il dit qu'il est à peu près à 35 000, donc 56 kilomètres de Porto Rico. Il vole à une altitude de 1600 pieds. C'est un petit peu moins de 500 mètres. Et là, il demande, écoute, c'est incroyable. Il est 20h03 exactement. Le pilote demande au contrôleur aérien s'il y a un autre appareil en vol autour de lui parce qu'il voit un objet lumineux qui l'a obligé à 2 reprises de changer de trajectoire. Le contrôleur lui répond par la négative. Là, c'est le silence pendant 1 minute et demie. À 20h05, le pilote reprend contact avec la tour de contrôle pour dire que cet objet lumineux est toujours là et qu'il doit encore une fois changer de trajectoire parce qu'il craint une collision, et il n'y aura aucun appel de détresse, rien. L'appareil n'arrivera jamais à destination. Et c'est assez curieux parce qu'il y a une histoire célèbre dans le domaine des ovnis qui s'est passée en octobre 1978. C'était le 21 octobre 1978 de mémoire. Ça se passait en Australie. C'est la disparition d'un jeune pilote australien du nom de Frederick Valentich qui est disparu après avoir signalé la présence d'un ovni près de son avion. Et cette histoire-là a été hissée un peu au rang presque de légende dans le domaine des ovnis. Et là, ici, on a cette histoire qui date de 1980, 28 juin 1980, qui ressemble étrangement à l'histoire de Frederick Valentich, où un pilote signale la présence d'un objet inconnu près de son avion. Et là aussi, il y a disparition de l'avion. Je me garde bien de dire que l'appareil a été enlevé par des aliens ou qui s'est embourbé dans un quelconque triangle mystérieux ou un vortex spatio-temporel, mais c'est néanmoins une histoire très étrange et qui est demeurée inexpliquée encore dans les archives du Bureau de la sécurité dans les transports. Le NTSB a ouvert une enquête et l'enquête se termine en disant il n'y a pas de conclusion, on ne sait pas ce qui s'est passé, on sait que l'appareil n'est pas arrivé à bon port et les 2 pilotes sont considérés comme morts. Parce que Christian, c'est une zone de recherche qui est énorme, mais est-ce que le fond de l'eau a été scruté à la loupe? Parce que j'imagine qu'on va découvrir certaines de ces histoires-là, comme quoi, finalement, ça a tombé, ça a coulé, là. Ouais, tu vois, c'est un peu ça le problème. C'est que l'océan, le plateau continental, le fond de la mer, à peu près, là, de façon générale, il y a des fosses abyssales, bien sûr, mais le fond de la mer, à peu près, se situe à 4000 mètres de profondeur. Donc ça, c'est le plancher général de l'océan. C'est 12 000 pieds de profondeur. C'est là qu'on a retrouvé, par exemple, le Titanic, sur ce plancher-là, à 12 000 pieds de profondeur. C'est un peu plus profond que mon spa. Voilà. Et le plateau continental, donc juste au large de la Floride ou de la côte américaine, le plateau continental, on part de 0 à 300-400 mètres, mais ça descend ensuite rapidement au-delà du plateau, là. Donc, on tombe en des profondeurs qui atteignent le 4000 mètres de profondeur. Et à moins de mettre des sous et de faire une recherche très spécifique pour essayer de retrouver une épave, c'est très difficile. Regarde la difficulté, malgré tous les moyens mis en œuvre, on n'a pas réussi à localiser l'appareil de la Malaysian
Airlines. Et là, ici, on parle d'un gros avion, un gros porteur, et on a à peu près une bonne idée de l'endroit où il est disparu. Hein. On sait que c'est quelque part au-dessus de l'océan Indien. On a mobilisé des navires, des appareils sous-marins. Encore tout récemment, il y avait encore des équipes sur place qui scrutaient le fond de la mer. Et en dehors des débris qui ont été rejetés sur la côte est africaine, on n'a rien retrouvé de l'appareil de la Malaysian Airlines. Et là, on parle ici d'une technologie, là, l'appareil est disparu de mémoire, c'est en 2014. On parle donc d'une technologie actuelle et pourtant, on n'a pas retrouvé l'épave. Alors, imagine-toi, là, des petits avions, des Cessna, des petits bateaux qui coulent dans une région là immense de l'océan, à moins d'avoir une indication très précise de l'endroit où ils se trouvent, les chances de retrouver l'épave sont à peu près nulles. Il faut savoir, par exemple, on a mentionné durant l'entrevue avec Richard Nolan qu'à plusieurs reprises, on a retrouvé des Avengers dans la mer et on en a retrouvé aussi dans les Everglades. Et à chaque fois où on a retrouvé de ces épaves et qu'on a cru pendant un moment qu'il pouvait peut-être s'agir de l'un des fameux avions du vol disparu, jusqu'à temps qu'on compare les numéros de série des moteurs ou des pièces de l'avion pour découvrir que c'était pas le cas. Donc jusqu'à maintenant, on n'a jamais retrouvé un seul des 5 avions faisant partie de l'escadrille du vol 19. Mais on a retrouvé d'autres avions. En fait, plus de 90 de mémoire, là, je te dirais, c'est 92 ou 93 avions des Avengers qui ont été perdus autour de la base de Fort Lauderdale, que ce soit dans les Everglades ou que ce soit dans l'océan. Et à chaque fois qu'on a retrouvé un de ces avions en mer, ça a été par hasard. Notamment, l'une des découvertes les plus importantes où on a retrouvé, je pense, c'est 5 ou 6 de ces Avengers dans le fond de la mer, c'est au lendemain de l'explosion de la navette spatiale. Tu te rappelles, la navette, c'était Columbia, je crois, qui a explosé. Non, c'était Challenger qui avait explosé sur le pas de tir au décollage. C'était en quelle année déjà? De mémoire, je te dirais 1986. 86. Il y avait un professeur d'école à l'intérieur de cette. Ouais, voilà. Donc, et là, j'y vais. Là, j'ai pas de référence devant moi, mais il me semble que c'est ça, 86 ou 87. Et quand la navette a explosé, évidemment, on a mobilisé énormément d'équipements pour essayer de retrouver les débris de la navette. 86. Et c'est en fouillant, c'est ça, en 86, c'est en fouillant dans la mer pour retrouver les débris de la navette spatiale qu'on a retrouvé les fameux avions, qu'on a retrouvé des avions Avengers, qui n'étaient pas ceux du vol 19, mais qui étaient des avions Avengers. Et durant cette recherche, d'ailleurs, pour retrouver les débris de la navette spatiale qui avait explosé, on a retrouvé également une capsule Mercury. Lors des premiers vols habités dans l'espace par les Américains ont fait ce qu'on a appelé des sauts de puce. Le premier Américain à avoir orbité autour de la Terre, c'était John Glenn. On était en 1962. Mais en 1961, les Américains avaient fait ce qu'on appelle des sauts de puce. Ils avaient pris une capsule, ils avaient mis un astronaute à bord. En fait, le premier Américain à avoir vu l'espace d'une capsule spatiale, c'est un type qui s'appelle Alan Shepard, qui a fait donc ce premier saut de puce. C'était simplement de faire monter la capsule très très haut dans l'espace et ensuite elle retombait. Elle se plaçait pas en orbite, elle ne faisait qu'aller dans l'espace pour revenir. Donc le premier a été Alan Shepard et ensuite il a été suivi de Gus Grissom. C'est le deuxième saut de puce. Et le troisième vol, c'était le premier vol orbital américain avec John Glenn. Et lors du deuxième saut de puce, avec Gus Grissom, la capsule est arrivée dans l'espace. Donc Grissom a vu l'espace. La capsule est retombée sur Terre. Elle se posait en fait au large du Cap Kennedy. Et au moment où la capsule a touché l'eau, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce Gus Grissom qui a appuyé sur le bouton qui a fait exploser l'écoutille? Quoi qu'il en soit, l'écoutille s'est détachée. En théorie, ça ne pouvait que se faire manuellement. Gus Grissom me dit, moi, j'ai jamais touché au bouton, donc ça s'est fait par accident. On sait pas trop comment. Quoi qu'il en soit, l'écoutille a sauté. La cabine s'est remplie d'eau. Et le temps que les équipes de secours arrivent sur place, la capsule a coulé. On a récupéré Gus Grissom, qui était ramené à la base, mais la capsule était perdue. Donc, elle était quelque part au fond de la mer. Et c'est durant la recherche pour retrouver des débris de la navette spatiale que les équipes de recherche ont retrouvé la capsule Mercury perdue de Gus Grissom, qui a été 2 ou 3 ans plus tard, qui a été finalement ramenée à la surface. Et aujourd'hui, elle est au musée, je pense, le musée de l'air et de l'espace à Washington, D.C., la capsule de Gus Grissom. Donc, tu vois, c'est vraiment par hasard. Autant le hasard a fait qu'on a retrouvé la capsule perdue de Gus Grissom, qui a permis de retrouver des avions Avengers qui étaient là sur le fond de la mer depuis des décennies. Et c'est vraiment par un concours de circonstances incroyable.
Est-ce qu'il faudrait éventuellement, peut-être trouve-t-on l'un des avions ou l'escadrille perdue, mais si ça se produit, je suis persuadé que c'est parce que on va être à la recherche d'autres choses, soit du minerai, des gisements, d'autres épaves qui va éventuellement faire qu'on va tomber sur ces avions. Mais il faut quand même le dire, c'est une zone océanique énorme et le fond de la mer se trouve quand même à 12 000 pieds de profondeur, 4 000 mètres de profondeur. Tu sais, le Titanic, on avait une bonne idée, là. On avait une zone d'à peu près 10 km sur 10 km, là, où on savait que le Titanic avait sombré. Ouais. Même si on n'avait pas la position très exacte. Et il a fallu quand même des années avant de retrouver l'épave. Je crois que il y a eu plusieurs équipes qui se sont rendues sur place et l'épave elle-même du Titanic a été retrouvée. Et là encore, je te parle comme ça de mémoire, je te dirais en 1987. Et c'était un type qui s'appelait Robert Ballard qui a découvert l'épave. Mais Ballard en était à sa 2e ou 3e tentative pour retrouver l'épave. Et cette fois-là, il a réussi. On l'a appris beaucoup plus tard. Il a réussi parce que l'armée, la US Navy, testait de nouveaux systèmes de sonars sous-marins et on avait accepté de prêter ces sonars à Robert Ballard, qui était à la recherche du Titanic. Donc Ballard, en fait, c'était comme du 2 pour 1. Il a accepté, il travaillait, c'est un océanographe qui travaillait pour la Woodhull Institute, qui se trouve au Massachusetts, et il a dit, bon, je cherche le Titanic, la Navy accepte de lui prêter des sonars, il accepte donc de faire des essais pour tester les sonars de la marine, mais tant qu'à faire des essais dans le vide, pourquoi pas les utiliser pour peut-être essayer de localiser l'épave du Titanic, et c'est comme ça qu'il a trouvé le Titanic. Donc, et pourtant, on avait une bonne zone, on savait à peu près où avait sombré sombré le navire, et il a quand même fallu beaucoup de recherches pour retrouver l'épave et beaucoup de moyens. Alors, tu t'imagines, 5 avions perdus sur le fond de la mer. Ça va prendre un bout. Hey, Christian, c'est tout le temps qu'on avait. Un gros merci encore une fois pour cette belle émission. On invite nos auditeurs sur notre page Facebook où on met nos podcasts, où on met les documents là, que tu nous offres de ton plein gré sur la page Radio X-France. J'ai mis aussi les suggestions d'ouvrages à offrir en cadeau, des suggestions d'ouvrages pour des lectures pendant le temps des fêtes. La première étant J'ai vu un ovni de Xavier Passot. La deuxième était Affaires étranges de Jocelyn Keller. Le troisième était le Club de la Lune de Claude Pouliot. Donc, j'ai mis ça sur la page Facebook Radio X-France. Je te souhaite de passer un beau week-end, puis on se rejase vendredi, mon ami. Oui, absolument. Bon week-end à tout le monde. Bye-bye. Radio X-Files.